Mes invités commencent à arriver pour le sujet de ce mercredi. Mali, sanctions de la CEDEAO. Bamako déjoue-t-il les prévisions empiriques? C'est notre grande interrogation de ce mercredi. Mercredi, on va le dire comme ça, 16 février de l'an de grâce 2022. Docteur Jean-René Douma, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour, monsieur Steve Ngos. C'est un plaisir renouvelé de me retrouver sur votre plateau. J'espère que vous allez très bien. Tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Vous savez que votre forme est très importante pour nous. Donc, je me réjouis. Bonjour aux imminents panélistes que vous allez présenter certainement. Bonjour à toute l'équipe technique, n'est-ce pas, qui nous accompagne encore ce matin. Bonjour au top management, au management de DBS et surtout aux millions de téléspectateurs qui nous font l'honneur de nous suivre tout le temps. Bonjour à l'Afrique, bonjour au monde. C'est, comme je l'ai dit, c'est toujours une occasion aussi pour pouvoir renouer avec nos téléspectateurs sur l'actualité. Et ce matin, Monsieur Steve, je voulais revenir brièvement sur les écoutes, n'est-ce pas, entre le vigile de la France en Afrique et l'ex-premier ministre, n'est-ce pas, du Mali. Pour dire que je pense que cette fois, le vigile est allé très très loin. Nous allons le réécouter tout à l'heure. Hein. Justement, nous en parlerons au cours de cette émission. Il est allé très très loin. Et je pense qu'il faut qu'il s'attende à des représailles, dignes de ce nom. Parce qu'on ne s'attaque pas facilement à la Russie de cette manière. Et on sort de là sans laisser quelques plumes. C'était ce que je voulais relever ce matin. Merci à vous, docteur Jean-René Douma, d'être là ce matin. Omer Seda, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour, mon cher Steve. Au-delà de ce bonjour confraternel à mes illustres copanélistes, je voudrais apporter tout mon témoignage à ces millions de concitoyens qui vouent un culte sans faille au programme d'éveil de conscience d'Afrique comme le vôtre. Quelquefois dans la rue, un bonjour par-ci, un encouragement par là, ça donne toujours du baume au cœur. Ça nous permet de garder la tête haute, de pouvoir braver tous les défis qui s'offrent à nous dans ce combat que nous avons choisi de mener noblement. Je sortirai simplement en invitant l'Afrique à plus de sérénité, à plus de solidarité, parce qu'au moment que nous combattons le matérialisme exacerbant de l'Europe, il est plus que jamais important que les Africains se souviennent de cette sagesse bantou. Une seule main ne peut pas attacher un paquet. L'unité s'impose. L'unité s'impose. Merci à vous également d'être là ce matin. Vous êtes un peu enrhumé. Bon, on prend ça comme ça. La maladie, elle arrive, on ne peut pas ne pas accepter les lois de la nature. Très heureux de vous avoir également, Omer Seda, ce matin. Albert Anatole ici, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour, Steve Langos. Je salue mes éminents copanélistes. Je veux saluer personnellement ce matin un bonjour à toute la chaîne de production de cette tribune matinale qui est désormais un culte. Et je salue le Cameroun, mon pays. Je salue tous les Africains, de l'intérieur comme de l'extérieur. Cette diaspora, n'est-ce pas, qui apporte sa pierre à l'édifice en vue d'une Afrique digne, une Afrique respectable, une Afrique qui s'impose dans le monde, qui n'est plus la zone d'influence, n'est-ce pas, de la prédation internationale. Je salue le monde, je salue particulièrement ces peuples-là qui se battent pour la liberté. Monsieur Steve Langos, de plus en plus, le combat que nous menons ici, justement, a des répercussions en Occident, notamment en Europe, où vous avez le convoi de la liberté, qui est notre mouvement, qui se met en marche pour revendiquer, justement, cette liberté-là qui est prise en otage par ceux qui prétendent être les démocrates universels. Je salue les afro-descendants, notamment du côté de la Guadeloupe, la Guyane, la Nouvelle-Calédonie, l'île de la Réunion et les autres, parce que de plus en plus, ils ont pris conscience qu'ils ne sont pas français,
parce qu'ils ont un passeport ou bien une carte d'identité bleu, blanc, rouge, mais chaque fois qu'ils traversent la rue, que ce soit du côté de Paris ou ailleurs, on leur rappelle qu'ils ont la couleur foncée. C'est-à-dire qu'ils ont les singes. Donc, je les salue ce matin parce qu'ils ont pris conscience que désormais, ils sont africains. Eh bien, mon coup de gueule de ce matin, Steve Longos, nous allons nous balader du côté de la zone industrielle de Bassa, c'est pas très loin ici. Depuis un certain temps, il nous revient qu'il y a une société de ce côté-là. Il s'agit de l'homme métal. Ça, ses activités officielles, c'est la métallurgie et la fournerie. Il paraît qu'il y a également des activités clandestines que nous reverrons plus tard. Et dans ces sociétés-là, il est interdit, n'est-ce pas, au personnel de se constituer en collège de personnel ou de se syndiquer. Lorsque ce personnel prend les libertés de se recouper pour défendre ses intérêts, à porte, sans que le droit soit reversé. Et nos autorités sont parfaitement au courant de cette affaire-là. Il y a beaucoup de nos compatriotes qui ont été licenciés parce qu'ils se sont constitués, n'est-ce pas, en syndicat, parce qu'ils ont voulu se constituer en collège, n'est-ce pas, du personnel, en corps de délégués du personnel, voilà, en corps de délégués du personnel, dans le strict respect, n'est-ce pas, du cadre réglementaire et légal. Alors, et il y a une femme qui là-bas qui fait feu de tout bois, justement, pour empêcher que la loi soit respectée de ce côté-là. Quoi qu'il en soit, si je ne vais pas tout dire ce matin, nous y reviendrons. Merci pour l'invitation. Merci à vous également, Albert Anatole Haïssi, d'être là ce matin. Le sujet qui nous intéresse au plus haut point, en attendant que notre quatrième invité prenne place et s'installe confortablement. Mali, sanction de la CEDEAO, Bamako déjoue-t-il les prévisions empiriques? Ce sera notre grande interrogation. Président Madakali, bonjour. Bonjour mon cher Ngos, vous allez bien? Je vais bien, merci. Bifashion aussi. Bifashion se porte bien, merci. En tout cas, nous continuons la préparation de la frappe chirurgicale contre Bifashion qui pense que nous on s'amuse. C'est une injustice qui va être réparée par tous les moyens nécessaires. Ne vous inquiétez pas, elle est déjà réparée. Nous avons sollicité l'indulgence des autorités. Si pour une fois, elles constatent simplement qu'il y a eu des manifestations sans qu'on les ait avertis. Parce qu'il faut que la réponse soit à la hauteur de l'outrage. Donc, Bifashion, tu n'as qu'à bien te préparer. Mais je salue mes copanélistes. Ouais. Le docteur Douma est là, un grand pédagogue. Très très grand pédagogue, il a eu une fois de plus à mesurer son sens de la pédagogie. Quelque part on était ensemble, pour ne pas dire plus. C'est un grand monsieur. Il forme la fine fleur de demain. Et il faut des formations adaptées, appropriées, qui vont anticiper sur les défis de l'Afrique. Et il est très en pointe dans cette dynamique-là. En particulier son engagement pour la monnaie digitale. Et il est l'un de ceux qui m'ont amené à comprendre l'intérêt qu'il faut y porter de l'intérêt. Je lui suis gré pour ça. Je salue Seda, un enseignant atypique, très atypique, qui bouleverse les codes, les usages dans son univers. Dans son secteur. Et je ne vais pas dire plus. Il démontre que celui qui a cessé d'apprendre ne doit plus enseigner. Oui. Et lui, non seulement il apprend, mais il est engagé. Parce qu'il voit très bien qu'il y a un rapport direct entre les gens, les jeunes qu'il forme demain et leur avenir. Donc il faut les ouvrir les perspectives. C'est là que je dis qu'il est un enseignant atypique. Il ne se contente pas seulement d'enseigner pour toucher un salaire à la fin du mois, pour parler comme ça. Mais il se préoccupe de l'avenir de ceux qu'il est en train de former. D'où son engagement à ce haut niveau. Je voudrais saluer ça ce matin et m'incliner. Alors, que dire Dieu? Il est devenu philanthrope. Il est passé à un autre niveau. Non, je ne sais pas, mais bon. C'est Bill Gates, tout ce qui fait comme don l'enrichit plus. Les philanthropes font très peur. Quand ils font les dons, ils sont plus riches. Ils connaissent le système des impôts, ils sont plus riches. Et aux États-Unis, les fondations sont des entreprises. Oui. Toutes sont des entreprises. Donc, nous sommes en train de scruter la philanthropie, la nouvelle philanthropie de 3A, qui a décidé de ne plus percevoir les frais, les droits sur ses brevets.
C'est l'évangélisation, la philanthropie. Non, nous sommes en train d'enquêter. Mais lui, c'est le stabilisateur. Lui, c'est le stabilisateur de notre émission, je le salue. Et merci de m'avoir invité. J'ai pas de coup de gueule ce matin. Sauf que nous suivons de très près, n'est-ce pas? Ce que se prépare, on dit le sommeil des morts. Oui. Le sommeil des morts. Qui démarre demain. Voilà. Sans oublier également que ce mercredi, il y a également une réunion entre les chefs d'État et sans oublier Emmanuel Macron pour parler justement du G5 Sahel et peut-être du retrait de Barkhane du Mali. C'est pratiquement déjà acté. Hein. D'accord. Nous allons suivre ça au cours de la journée. Messieurs, bienvenue à vous. Le sujet qui nous intéresse ce matin, Mali, sanction de la CEDEAO. Bamako déjoue-t-il les prévisions empiriques? C'est notre grande interrogation. Mesdames, messieurs, bienvenue à toutes et à tous. Voici le débat. Mali, sanction de la CEDEAO, Bamako déjoue-t-il les prévisions empiriques? Nous nous interrogeons ce matin. Nous allons faire un clin d'œil à BFashion, la marque de l'Afrique. Messieurs, aussi étonnant que cela puisse paraître selon un haut cadre de la BCAO, le seul pays qui a un solde positif dans les comptes, un peu plus d'argent, c'est ce qu'on peut dire, dans les caisses, c'est le Mali. Eh bien, au Sénégal, à cause des sanctions contre le Mali, Dakar a déjà perdu plus de 600 milliards de francs CFA. Le président Macky Sall est dans tous ses états, nous dit d'ailleurs cette information. Le Togo, les prix de produits alimentaires ont flambé sur les marchés de la capitale et certaines localités du pays après les sanctions infligées justement au Mali. Pendant ce temps, en Côte d'Ivoire, eh bien là-bas, on est déjà à 800 milliards de francs CFA de pertes. Les prix, quant à eux, ont également augmenté. Le Niger n'est pas en reste. Les prix ont doublé. Les populations n'en peuvent plus. Chose curieuse, mesdames, messieurs, selon cette information et surtout étonnante, le moment, seul celui qu'on a puni semble tenir. Les prix n'ont pas encore augmenté. Les entrepôts de riz, sucre et farine n'ont jamais été aussi bien garnis, même si on nous fait comprendre que, eh bien, il y a la crise. On ne va pas également oublier de mentionner, mesdames, messieurs, que des convois et des convois encore, on va le dire comme ça, de marchandises quitter la Guinée-Conakry, direction le Mali. Oui, là-bas, on va le dire comme ça, le nouvel homme fort du côté de la Guinée-Conakry a bien compris justement qu'il fallait la solidarité avec le Mali. Il a donc envoyé là-bas, on va le dire comme ça, des tonnes et des tonnes, on va le dire comme ça, de marchandises. Pourquoi le Mali semble tenir bon alors que, on va le dire comme ça, il y a un docteur en économie qui nous a fait comprendre que du Bayan Selm, du marché d'Adjamé, Alassane Dramane Ouattara disait que le Mali ne tiendrait pas 2 semaines. D'ailleurs, nous allons l'écouter dans un instant, dans cet audio que nous avons reçu, qui a fait le tour du monde d'ailleurs depuis quelques temps, depuis vendredi dernier, avec Boubou Cissé. Comme on le dit très souvent, le 30 janvier dernier, l'État malien a demandé 345 milliards auprès de la BCEAO qui a répondu favorablement en transférant de l'État malien, on va le dire comme ça, on ne sait pas encore si c'est vrai, 290 milliards de francs CFA, ce qui représente 92% de la somme demandée. Pas plus tard, on va le dire comme ça, il y a encore quelques jours, la même BCEAO a satisfait la nouvelle demande de l'État malien à hauteur de 82%, soit 282 milliards de francs CFA. Mais nous allons y revenir dans un instant pour parler justement des enjeux et justement comment se passer des sanctions, comment est-ce que le Mali va se passer des sanctions. Mais pour mieux comprendre la situation, écoutons quelqu'un qui a été justement à la tête du Fonds monétaire international, Alassane Dramane Ouattara, dans un audio avec l'ex-premier ministre malien Boubou Cissé au téléphone. Et apparemment, Boubou Cissé est l'espion d'Alassane Dramane Ouattara au Mali pour lui dire clairement comment les choses se déroulent de ce côté-là. Suivons-le ensemble. Comment ça va? Ça va, merci, vous-même. Oui, ça va bien, ça va bien. Tu es où, là? Je suis arrivé hier sur Abidjan. Ah, d'accord, on m'a fait le message, mais je ne savais pas si tu étais à Niamey ou à Abidjan. Je suis arrivé hier. Ah, mais je suis content, je suis content. Je vais rester quelques jours ici. D'accord, en attendant qu'on se voit, je voulais que tu me briefes un peu. Oui, Parce oui, que oui. Je vois le président de la commission aujourd'hui avant qu'il n'aille au Burkina. D'accord. Voilà, Okay. comment les choses se passent au Mali? Bon, malgré tout ce qu'ils veulent faire croire, oui. la situation reste très difficile pour eux. Vraiment, ça va être extrêmement difficile de tenir encore 3 à 4 semaines financièrement. Donc, la pression, elle est vraiment là, elle est réelle, elle monte. Oui. Économiquement, les prix ont flambé, y inclut les denrées alimentaires. C'est difficile aujourd'hui de se procurer du riz à un prix normal, du sucre. Tout ce qui est ciment aussi a été affecté. Même la main d'œuvre commence à se plaindre un peu parce que les gens ne travaillent pas beaucoup.
Donc, je pense qu'ils ont beaucoup de pression, mais bon, ils essayent de gérer ça. Faire croire qu'il n'y a pas de problème. Voilà, c'est le contraire. Mais c'est vraiment, on voit qu'ils n'ont pas d'économistes parmi eux, quoi. Comment ils font ceux qui vont un pays qui a 30 à 40% de son budget financé par l'extérieur? Ils pourront payer les salaires 1 ou 2 mois, mais c'est tout. Après, ils pourront même plus payer les salaires. En février, ils pourront même pas 1000 milliards d'emprunts régional. Absolument. Donc en 2021, ils n'auront pas ça. Comment ils vont faire? Ils n'ont plus accès à ça. Oui, absolument. Le ministre des Finances a fait sortir une lettre il y a une dizaine de jours où il menaçait carrément les banques commerciales, quoi, à souscrire au titre. Et puis il a insisté pour qu'ils souscrivent physiquement. Donc ils mettent un peu de pression sur les banques où l'actionnariat malien est le plus important, quoi. Sur la BMS, la Banque de solidarité, et puis la Banque de développement. Voilà. Bon, c'est terrible. C'est la seule. Je pense que maintenant Shogel a pu trouver un moyen de faire adhérer une bonne partie de la population à un combat que lui seul est en train de mener, quoi. Maintenant, c'est le combat contre la France, c'est le combat contre l'Occident. Donc, il y a un certain nombre de gens qui sont derrière eux pour ça. Mais qui commencent aujourd'hui à réaliser que économiquement, financièrement, ça ne va pas, ça ne peut pas aller. Mais ils sont idiots. La Russie est la 11e puissance économique aujourd'hui. La Russie n'emprunte pas les moyens du Canada ou de la Corée. Vraiment, c'est pas la Russie qui va régler leurs problèmes. C'est vraiment, on doit être des naïfs et des ignorants. Ils sont très naïfs. Ils sont vraiment très, très naïfs. Et il n'y a pas de gens qui réfléchissent autour d'eux et puis sur ces aspects économiques-là. Mais la réalité, vraiment, est en train de les rattraper. Là, je pense qu'ils seront écrasés par ça d'ici 2 semaines maximum. Je comprends pas. On dirait qu'ils sont tombés sur la tête. Oui. Et puis, c'est pas Shogel l'élément vraiment important. Hein. Ils le prennent plus au sérieux, mais c'est plutôt, ils l'utilisent, mais c'est surtout le ministre de la Défense et le ministre de l'Intérieur. Oui, en tout cas, la Défense, j'ai toujours su qu'il était un peu, le plus jusqu'au boutiste, quoi. Oui, c'est un rusophone. Il pense que quand il va voir que la Russie peut pas les aider, en dehors de leur faire des promesses et d'envoyer quelques vieux matériels. Écoute, je suis en train de faire un point. Bon, si j'ai l'occasion. Oui, non, j'essaierai de te voir ça avant de, je pars, je crois, c'est mercredi ou jeudi, mais je ferai tout pour te voir. D'accord. Avant de voyager. On a le sommet à Accra le jeudi, et donc là, c'est là qu'on parlera du Mali et de la Guinée. Et puis, ensuite, je continue sur Addis Abeba. Je ferai tout pour te voir avant. D'accord, monsieur le Président, ça me fait plaisir. Voilà. Si tu as une information urgente, n'hésite pas de m'appeler. Hein. D'accord. Voilà. Merci beaucoup. Merci, monsieur le Président. Merci bien. Bon après-midi. Bon courage. Merci bien. Merci bien. Cette conversation, il y a juste quelques jours. Maliens et Maliennes. Vous avez suivi là, justement, cet audio qui a fait le tour du monde depuis vendredi dernier. Messieurs, c'est tellement compliqué. On a retenu justement les mots de Alassane Dramane Ouattara, qui traite d'ailleurs le peuple, on le dit comme ça, malien d'idiots, des personnes qui ne comprennent pas encore le monde de l'économie. Mais pour mieux comprendre justement la situation, voici un économiste qui nous dit des choses vraiment pas comme les autres. On va écouter Ibrahim Mohamed Koïta, qui était au téléphone avec certains de nos confrères. Ekwe Amaïzo, bonjour. Bonjour madame. Vous êtes économiste spécialisé en stratégie et directeur de Afrocentricity, un groupe de réflexion et d'action. Le gouvernement malien a annoncé la semaine dernière qu'il n'a pas été en mesure de s'acquitter des sommes dues fin janvier sur le marché financier sous-régional. Quelles sont les conséquences à court et moyen terme pour le Mali? Alors c'est une question très intéressante. Alors à court terme, tout de suite pour vous répondre, il faut d'abord préciser les choses. Le Mali est dans une zone économique monétaire qu'on appelle la zone franc. Ce qui veut dire que sa banque centrale, la Banque du Mali, doit déposer une partie de son argent auprès de la Banque centrale, qui se trouve à Dakar, Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Et cette Banque centrale elle-même gère cette monnaie, franc CFA, et paradoxalement,
beaucoup de gens ne le savent pas, mais quand on doit convertir le franc CFA dans une devise, l'euro, le yuan, le dollar, nous avons besoin de l'autorisation du Trésor français, donc de la France. Et c'est très important à comprendre parce que c'est ça qui va expliquer la réponse à vos questions à court et à moyen long terme. De ce fait, l'argent du Mali est déposé auprès de cette banque centrale et cet argent, d'après nous, nos calculs, en tout cas ce qui a été mis à disposition, le Mali ne devait pas avoir de problème sur 6 à 8 mois à peu près de réserve internationale. D'autant plus que les autorités ont elles-mêmes expliqué qu'elles ont les liquidités nécessaires pour s'acquitter de ces dettes. Très juste, absolument juste, c'est ce que je vous dis. C'est-à-dire que moi, dans nos calculs à nous, on avait 6 à 8 mois sans problème pour le Mali, sans compter qu'il y a d'autres réserves qui auraient pu permettre de rallonger la période. Donc, cet argent appartient au Mali. Il faut être très précis dessus. Donc, si le Mali, aujourd'hui, ne peut pas payer à court terme, donc je viens sur votre question, ce n'est pas un problème malien. C'est un problème de la Banque centrale qui a refusé, en fait, de laisser l'argent du Mali sortir pour aller payer les différentes traites, que ce soit des crédits, que ce soit des choses que le Mali doit payer. Oui, argent retenu par la Banque centrale en application aux sanctions de la CEDEAO et de l'UEMOA. Absolument. Alors maintenant, vous avez dit un deuxième élément. Quand vous dites en application des sanctions, là, on a un problème. Parce que il n'est prévu nulle part, je dis bien, de faire une obstruction, notamment dans les cas d'urgence comme ça. C'est pour ça que le Mali, d'ailleurs, dit que c'est illégal. Bon, à partir de ce moment, c'est vrai, vous avez des conséquences. Le Mali, donc, ne pourra pas honorer tel ou tel engagement. Mais attention, l'argent appartient bien au Mali. Et donc, si la Banque centrale insiste, je vous dis que c'est illégal, donc il faudrait faire un procès. On se demande d'ailleurs devant quelle justice, puisque la Cour de justice de la CEDEAO, puisque tout est suspendu, est-ce que le Mali peut même aller devant cette Cour? Parce que ce n'est pas Monsieur Amaïzo, pardon, permettez-moi de vous interrompre, mais est-ce qu'on peut très clairement savoir à court terme qu'est-ce que cela implique pour le Mali, ce refus de déblocage des fonds qui lui appartiennent? Voilà, si les fonds appartiennent au Mali, comme je vous ai expliqué, et que vous l'avez bloqué, le Mali a deux possibilités. Vous expliquez à un autre partenaire que la France, puisque c'est le fond, c'est ça le problème, hein, vous expliquez à un autre partenaire que vous avez de l'argent en dépôt qui vous appartient à court terme qui est bloqué. Si le partenaire étranger a eu un autre que la France vous fait confiance, ben, il vous fait un crédit, tout simplement. Donc, de ce point de vue, il faut dire les choses clairement. Le Mali peut être surpris, mais ça m'étonnerait. Vous essayez de me faire dire qu'elle va subir tel ou tel effet. C'est vrai, mais on subit les effets si on ne fait rien. Le Mali ne va pas dormir. Si je vous comprends bien, ce blocage des fonds maliens par la Banque centrale pourrait ne pas avoir de conséquences majeures sur le Mali si le gouvernement réagit vite? Absolument. C'est qui va se passer. Le Mali va chercher à trouver d'autres partenaires. Je vous invite à penser à la Chine. Je vous invite à penser à... La Russie? La Russie, je vous invite à parler à la Turquie et je vous invite à parler de la plupart des pays arabes parce que le Mali, on n'oublie pas, c'est un pays musulman. Le Mali est un frère des autres pays musulmans. Et dans ce cas-là, on ne prend pas d'intérêt. Ce qui veut dire qu'on va lui mettre de l'argent à disposition, entre guillemets, à un taux zéro quelque chose, en tout cas, un taux vraiment modique. C'est-à-dire que le Mali va trouver plusieurs alternatives. Mais le Mali, c'est un État. Donc, quand vous dites perte de confiance ou ceci, crédibilité, ça peut pas fonctionner parce que c'est l'État qui est en cause. Vous connaissez la dette des États-Unis. La France est à 115% de dette. Hein. Et pourtant, personne ne met en cause la crédibilité de la France, puisque la France est prête à payer. Dès que les conditions iront mieux, elle se débrouille pour vous payer. Sur la crédibilité, je pense qu'il n'aura aucun effet. Parce que c'est un État qui s'engage. Donc, l'État va trouver un moyen pour honorer, en tout cas, les engagements les plus urgents à court terme, voire à moyen et long terme. Et même trouver carrément une alternative. Ça peut aller très loin, hein. Ça peut être le début de la sortie du franc CFA. Je vous rappelle que la Mauritanie est sortie du franc CFA. Donc cette crise pourrait apparaître comme une opportunité pour le Mali de quitter la zone CFA? Justement, moi je parle pas d'opportunité, mais je parle même d'effet de levier. C'est-à-dire que le résultat que ceux qui ont fait ça veulent obtenir va être le contraire. On n'est pas dans la situation ivoirienne avec M. Gbagbo qui n'avait pas anticipé. On n'est pas dans la situation ivoirienne où M. Gbagbo n'avait pas signé d'accord ni avec la Russie, ni avec l'Afrique du Sud, qui lui donnait une aide militaire à l'époque. Nous sommes dans une nouvelle situation où le Mali a anticipé ce que fait la France.
Et elle a donc des accords militaires avec la Russie, des accords militaires avec d'autres pays. Et c'est ce qui lui permet. Comment voulez-vous savoir si quelqu'un rentre dans votre territoire si vous n'avez pas les satellites adaptés pour le savoir? C'est pas le Mali qui a ses satellites, donc c'est bien quelqu'un d'autre qui l'aide. Et ça se fait pas gratuitement. Ça veut dire que le Mali a engagé sa crédibilité. On revient sur votre mot. Pour cela, bien sûr, ça peut se monnayer. Il y aura tel ou tel aspect que le Mali devra payer, des mines ou autres. Mais écoutez, la France fait pas mieux et d'autres pays ne font pas mieux. On est dans la politique, donc c'est donnant-donnant. En somme, vous dites, M. Amaïzo, que le Mali a plusieurs plans B. Je dirais que le Mali a le plan B, le plan C et le plan D. Yves Ekwe Amaïzo, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Économiste. Messieurs, vous avez suivi là Yves Ekwe Amaïzo qui était justement au téléphone avec certains de nos confrères pour parler justement de cette affaire du côté du Mali. Président Badakali, je vais me tourner vers vous. Finalement, Alassane Dramane Ouattara, qui était, on le dit comme ça, à la tête du Fonds monétaire international à une certaine époque, ne connaît absolument rien en économie. Je connais ses camarades de classe. Non, je vous parle sérieusement. Oui. Je connais ses camarades de classe qui nous ont dit qu'il était, permettez l'expression, il était quasi nul à l'école. Et il a été incapable de finir le cursus. C'est pour ça qu'il a fait le PhD. Témoignage direct de ses camarades de classe. Ils sont vivants, ils sont camerounais, ils sont au Cameroun. Je vous les présente. Je parle à mon vision. Je parle de quelqu'un qui se fait appeler chef d'État et qui est un ambassadeur ici qui nous menace tout le temps. Donc s'il veut discuter de ce qu'il dit, il n'a qu'à venir. Le camarade de classe est vivant, il est là au Cameroun, il est vivant. Je ne vais pas le citer parce qu'il ne m'a pas autorisé à le faire. Il est vivant. Mais il m'a dit que si on veut discuter, il est là. Donc déjà à l'école, il n'était pas... Bon, il n'est pas brillant. Bon. Le CNC, ce matin, je ne vais pas faire les histoires avec le CNC. Il n'était pas brillant. Pour ne pas dire plus. C'est un euphémisme. On va faire euphémisme ce matin. Disons, il n'était pas brillant. Mais au-delà de ça, les faits montrent qu'on n'est pas affaire à un économiste. Les faits. D'abord, l'analyse de la situation malienne. Oui. L'entretien là, qu'on n'a pas besoin d'authentifier. C'est authentique par lui-même. Oui. C'est-à-dire que la vidéo est authentique par lui-même. On n'a pas besoin d'authentifier. Voilà. Parce qu'il y a des gens qui s'amusent. Non, il faut l'avoir. On n'y a rien à authentifier. C'est authentique, net, clair. C'est pour ça que le gouvernement ivoirien est silencieux. Vous comprenez? Silencieux. Donc, l'analyse des faits montre que M. Ouattara n'est pas un économiste. Vous venez d'écouter un économiste. Ça le démontre. Puis, premièrement, croire que l'économie néocoloniale, c'est ça l'économie, démontre que M. Ouattara n'a jamais fait d'économie. L'économie néocoloniale, c'est l'économie néocoloniale. Nous avons en face de nous un économiste qui est là, qui fait de l'économie. Mais ce n'est pas ça l'économie, c'est l'économie néocoloniale. Vous ne pouvez donc pas prendre les principes de l'économie néocoloniale pour généraliser ça à l'économie normale. Deuxièmement, mépriser ce que vous nous racontez tous les jours, les lois. Les lois de la mondialisation peuvent nous desservir, mais peuvent aussi nous servir à un moment donné. C'est-à-dire qu'on peut les retourner à notre avantage, puisque c'est de l'intégration. C'est de l'intégration économique, des circuits économiques et tout, mais c'est aussi une capacité de toucher plusieurs partenaires en même temps. Il y a beaucoup de choses, n'est-ce pas? Il y a d'abord les lois même de l'argent, mon cher gosse. Les lois même de l'argent, oui. Qui est une marchandise. Et une marchandise, ça se stocke pas n'importe comment. Une marchandise, ça doit circuler. Pour gagner, le but, en dernière instance, des vendeurs de marchandises, c'est de gagner de l'argent. Et les banquiers ne veulent que gagner de l'argent. Les gens oublient ça, qu'une des lois fondamentales de l'argent, c'est que c'est une marchandise, mon cher. Tout à l'heure, je vais vous démontrer les incidences dans le comportement de la BCAO elle-même. Et il y a des incidences pour comprendre le comportement qu'elle a sur la question malienne. Donc, M. Ouattara, vraisemblablement, il ne comprend rien à l'économie lui-même. Il répète ce que ses maîtres du FMI lui faisait répéter tout le temps. D'ailleurs, c'est pour ça que l'ancien président Conan Bédié avait dit à une époque que c'est un petit commis du FMI. Ça veut dire non, un petit plancton. Même si on lui a donné un poste important apparemment, parce qu'on le préparait pour la sale besogne, mais il n'était qu'un commis. Ça veut dire qu'il ne peut pas faire il ne peut pas se livrer à des véritables analyses économiques, d'économistes. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir le cas de la Côte d'Ivoire. Blanchir de l'argent, c'est pas ça l'économie. C'est-à-dire blanchir les masses importantes d'argent. Faire de la spéculation contre un pays, contre son avenir, c'est pas ça l'économie. C'est du mercenariat, c'est du banditisme économique, c'est de la fémania à la limite. C'est ce qu'il fait. Donc, je prends un exemple simple. Vous avez... Alors, certains nous disent, écoutez, regardez, il y a les ponts à Abidjan, il y a 6 ponts à Abidjan, il y a des routes extraordinaires à Abidjan et Plateau.
Mais la Côte d'Ivoire, c'est Abidjan. 20 000 milliards de dettes pour seulement aménager. Abidjan, juste aménager Abidjan. Oui. Ça veut dire 20 000 milliards, mais qui va payer ça? Pendant ce temps, les autres villes croulent. D'ailleurs, il n'y a pas d'emploi. Vous avez le chômage le plus élevé pratiquement au monde, en Côte d'Ivoire. Le plus élevé. C'est vrai que quand on regarde les chiffres des populations qui ont tendance à sortir pour aller en aventure, les Ivoiriens sont en première place. Vous vous rendez compte? Mais si le pays allait si bien que ça, ils ne seraient pas en train de chercher à sortir. Mon cher gosse, je ne reviens pas sur l'appauvrissement continu des Ivoiriens depuis qu'il est devenu président en termes de payer de la ménagère, oui. En termes d'accès à des biens publics. Les faits sont là. Même ses partenaires, entre guillemets, le disent. Sous cap, il y a des rapports qui sont frappés du sceau de la confidentialité concernant ce qu'on dit, l'hypercorruption à Côte d'Ivoire, et ça c'est l'Union européenne qui le dit. Hein? Oui. Hypercorruption, mon cher gosse. Taux de chômage. Désœuvrement des populations en âge de travailler. Mais pendant ce temps, quelqu'un vous balance une croissance à 7 chiffres, à 8 chiffres, n'est-ce pas, qui se traduit réellement par le fait que les Ivoiriens n'ont aucun contrôle sur leur économie. Toute l'économie ivoirienne, dans les mains des étrangers, je dis toute l'économie ivoirienne, en particulier les Français, les chocolatiers, les multinationales françaises. La Côte d'Ivoire est dans les mains, totalement extraverti. Le taux d'extraversion de l'économie ivoirienne, écoutez bien, frise les 95%. Je suis peut-être gentil, nous ne devons pas avoir les vrais chiffres. Je dis le taux d'extraversion de l'économie ivoirienne frise les 95%. On est au-delà. Mais c'est quelle économie ça? C'est quelle économie ça, mon cher gosse? Alors que vous êtes à la périphérie de l'économie mondiale. Vraiment, on a affaire à quelqu'un qui ne sait pas de quoi il parle, malgré les titres qu'il met en avant. Il ne sert à rien d'intimider les gens. On n'intimide pas les gens à l'économie. On démontre qu'on connaît l'économie. Lui, il intimide les gens en disant jette au FMI. Voilà son argument, jette au FMI. Il y a la séquence du débat sur le franc CFA. Mais bon, tu as passé le temps à aller à l'Élysée, nous menacer, chaque fois en disant que je sais de quoi je parle. Chaque fois, tu as les arguments. Je sais de quoi je parle, je maîtrise ça. Le franc CFA, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Elle est stable, c'est une bonne chose. Il n'y a rien à changer. Vous vous souvenez, non? Mais dès que un non-économiste, c'est-à-dire un philosophe, Macron dit qu'il a fait, c'est un philosophe, a décidé que bon, maintenant, moi, la France, je prends sur moi maintenant de faire semblant d'en finir avec cette affaire. M. Macron est allé à Abidjan et lui a fait les cours d'économie. Il a bûché ça la nuit et le jour il est venu répéter comme un perroquet ce que Macron disait. Oh, nous qui sommes pas économistes, on le dit depuis 10 ans. Et ils ont passé le temps à l'ogner. À l'ogner, mon cher gosse. Regardez la catastrophe de l'éco. Un projet trentenaire, préparé de longue date, conforme au traité de la CEDEAO, qui visait à instaurer une monnaie unique, l'éco. Qu'a fait le grand économiste? Il a saboté ce projet à cause de ses relations personnelles, hyper corrompues et nauséabondes avec M. Macron, en n'usurpant un mandat qu'aucun président de la sous-région ne lui avait donné. Donc voilà les prouesses de l'économiste. Voilà ses prouesses, mon cher gosse. Je ne parle pas de la drogue. Elle a pratiquement transformé la Côte d'Ivoire en un narco-État. Voilà les prouesses de l'économiste. Donc on n'est pas surpris que sur la question malienne, il se soit complètement planté. Les chiffres sont clairs. Vous venez de le dire. Les pertes cumulées, que ce soit au Sénégal, que ce soit au Togo, que ce soit en Côte d'Ivoire, au Niger. En Côte d'Ivoire et au Niger, démontrent que celui qu'on voulait punir, moi je vais rester très terre à terre, celui qu'on voulait punir est en train de gagner. Oui. Et d'ailleurs, vous comprenez pourquoi M. Doumbouya, il a senti le flair. Et il a fait de la Guinée-Conakry une espèce de hop, entre guillemets, informel, pour approvisionner le Mali. Oui. Mais qui va s'enrichir? La Guinée-Conakry va s'enrichir. Attention, ce n'est pas seulement pour les beaux yeux du panafricanisme. Hein. M. Doumbouya a saisi une opportunité. Et il a fait de son pays une espèce de lieu de passage, n'est-ce pas, qui approvisionne le Mali. Et il gagne de l'argent, parce qu'il gagne de l'argent. Je voudrais dire une chose. Les acteurs économiques sont très rationnels. Ça, c'est le b.a.-ba de l'économie. C'est-à-dire que ce n'est pas l'État qui fait l'économie. Ce sont les agents économiques qui, sur le terrain, travaillent et fondent l'économie au quotidien. Ça veut dire qu'un gars qui vit du commerce avec le Mali, quand il a une bonne situation, quel est son réflexe? Comment je contourne ça? Voilà son réflexe. Il n'est pas en train d'attendre les beaux yeux de soi-disant économistes intergalactiques qui ne comprennent rien dans ce qu'il prétend connaître. L'agent économique national qui gère des milliards en termes de transactions commerciales dans les frontières maliennes, quand il y a un problème, il se dit comment je contourne ça? Parce qu'à court terme, je n'ai pas d'activité à faire. Mais il va contourner. Ah, c'est-à-dire ils vont rapidement contourner. Et là, les agents économiques, ils sont très souples. Hein. Ça, c'est le b.a.-ba de l'affaire là. C'est pas Macky Sall
qui fait les transactions. Les gars qui sont aux frontières avec leurs camions, avec les marchandises, mais mon cher gosse, peut-être au début, ils peuvent être pris de court, mais rapidement, ils vont réfléchir comment est-ce qu'on contourne ça. Et rapidement, ils l'ont fait. La Mauritanie est là, la Guinée-Conakry est là. Ils ont dit qu'on contourne l'affaire ci. Oui, mon cher gosse, sans compter les anticipations de l'État malien, comme le brillant économiste vient de vous expliquer. Vous comprenez? Donc, on voit très bien aujourd'hui que, comment on dit ça? Des gens ont craché en l'air. Et ça retombe sur leur visage. Et il bluffe. M. Ouattara, plein de crachats sur son visage, il va bluffer avec un sous-premier ministre qui n'est même pas au Mali, alors où on parle. Donc il ne sait pas de quoi il parle. Il n'est pas au Mali, ce monsieur. Il est à l'étranger. Donc les crachats retombent sur le nez de M. Ouattara, mais qui va s'en prendre à lui-même, mon cher gosse. Deuxièmement, la question des emprunts, de l'argent, de relations entre la BCEAO et le Mali en termes d'argent. Mais il vous explique le problème. C'est clair, c'est l'argent du Mali. La BCEAO a deux problèmes. Il y a un problème juridique, parce que tôt ou tard, il faudra payer. Il faudrait que la BCEAO, si le Mali maintient sa plainte, il faudrait que la BCEAO dédommage le Mali pour avoir non seulement violé le traité de la CEDEAO et les protocoles adjectifs relatifs même au rapport, aux transactions financières et bancaires, dont la BCEAO n'est que l'opérateur technique. N'est que l'opérateur technique, et l'État malien l'a rappelé, que ce que vous avez fait là, c'est illégal. Vous n'avez aucun droit de le faire, vous, la BCEAO. Mais les messieurs ont reçu l'ordre de M. Ouattara, qui a reçu l'ordre de Paris. Donc il y a un problème de justice là, tôt ou tard. Mon cher gosse, c'est un procès qui sera très très retentissant. Et quel argument la BCEAO aura? Quel argument elle aura, le moment venu? Mais ça va se chiffrer en centaines de milliards qu'il faudra pour dédommager le Mali. Il y a ça. Il y a deuxièmement le fait que, comme tout à l'heure je l'ai dit, la BCEAO c'est une banque. Elle vend de l'argent, elle vit de ça. Elle vit de ça. Mais elle a de l'argent. Le Mali a besoin d'argent. Mais pourquoi, d'après vous, la BCEAO prête en sous-main, donne de l'argent, je dis bien en sous-main au Mali? Parce que le Mali est sous sanction, donc en principe, la BCEAO peut traiter avec le Mali. Mais si on se fie à cette information, la BCEAO traite avec le Mali. Le Mali réclame, le Mali demande de l'argent en termes de milliards. On a vu 345 milliards. Oui. On est là le 30 janvier. Et la BCEAO lui donne 290 milliards. Oui, exactement. Hein? Mais n'est pas le Mali sous sanction. Mais tout à l'heure, il va nous expliquer ça. Moi, je ne comprends pas. Le Mali est sous sanction. Donc la BCEAO doit pas avoir de relation avec le Mali. Du moins, de ce type. Mais pourquoi la BCEAO donne de l'argent au Mali? Alors, il y a deux réponses simples. Il y a la réponse rationnelle qui est que bon, c'est une banque qui vend de l'argent. Et j'ai même vu une banque refuser de vendre de l'argent parce qu'elle vit de ça. Elle vit de ça. Deuxièmement, ben, il n'y a qu'à voir qu'il y a panique à Paris. Et ça, je l'avais dit déjà ici. Paris tremble parce qu'elle a peur de ce que le comité tout à l'heure a rappelé, qu'il y ait une dynamique de sortie du franc CFA de l'État malien, mais qui va servir d'exemple à d'autres États de la sous-région. Paris tremble. Et là, ça va être un coup terrible. Donc, il n'est pas exclu que par derrière, Paris dise, pas parce qu'elle veut aider le Mali, mais parce qu'elle veut sauvegarder le reste de ses acquis, dire à la BCEAO en coulisses, donne l'argent, fais les transactions avec le Mali. Moi, je ne vois pas d'autres explications, sauf si une demande tout à l'heure nous donne. Moi, je ne vois pas d'autres explications, parce qu'on ne peut pas sanctionner un pays et pas derrière lui prêter de l'argent, mon cher gosse. Et parce qu'en le faisant, ceux qui subissent des sanctions, le Sénégal, la Côte d'Ivoire et le Niger, mais payent le prix. Parce que eux, à cause de leurs bêtises, n'est-ce pas, ont bloqué, n'est-ce pas, les frontières, les échanges avec le Mali. Mais pendant ce temps, le Mali n'a pas de problème. Le Mali s'est adapté, a trouvé d'autres débouchés, a trouvé d'autres portes de sortie. De sortie. Mais en plus de ça, bonus, peut lever de l'argent au niveau de la BCEAO. Il y a là un problème. Pour dire quoi, je vais chuter par là, mon cher gosse. Le tableau malien parle à tous les pays africains. Et le Mali est comme une opportunité extraordinaire que l'histoire a placé devant les pays africains et vous dit, regardez, le Mali sera comme un État cobaye pour vous. C'est-à-dire que, regardez par exemple, pour être concret, le Burkina Faso, les militaires du Burkina Faso, qui ont pris le pouvoir, ils ont regardé ce que le Mali a fait et rapidement il n'a pas traîné. Il a remis la constitution en selle, simplement, en faisant que la constitution soit conforme au nouveau pouvoir. Et à partir de là, vous ne pouvez dire que monsieur, il y a un problème constitutionnel au Burkina Faso. Vous pouvez dire ça politiquement, mais sur le plan légal, vous pouvez dire ça, c'est terminé. Mais c'est elle a pris ça d'où? Du cas malien. Oui. Donc l'histoire a placé le Mali comme étant un État cobaye pour aider tous les pays africains, leur apprendre, n'est-ce pas, à anticiper sur les réactions de
la communauté internationale de bandits chaque fois qu'un pays va vouloir servir les intérêts de son peuple. Le Mali montre l'exemple. Comment gérer l'embargo, comment anticiper sur l'embargo, comment anticiper sur les contraintes de, je reste poli, les contraintes du soi-disant système financier international qui est entre les mains des bandits avec leur SWIFT, avec leur système de balles que Douma connaît très bien. Ils font le chantage à tous les pays que dès que tout est parti, on va t'exclure du BRI, on va t'exclure de SWIFT, qui est un système de messagerie très sécurisé pour la circulation d'argent, n'est-ce pas? Savez ça qui tient les gens. Là, ils ont commencé à menacer la Russie avec ça. Mais il y a longtemps que la Russie a appris à vivre sans leurs affaires là. Donc, pour anticiper toutes ces choses-là, le Mali montre l'exemple. Pour que nous, qui ne sommes pas encore en situation, non seulement on perfectionne nos capacités à se moquer de la communauté internationale autoproclamée lorsqu'il va falloir faire des virages, n'est-ce pas, des virages entre guillemets, révolutionnaires pour que désormais, n'est-ce pas, notre insertion dans l'économie mondiale ou dans le système mondial profite d'abord à nos peuples avant de profiter, n'est-ce pas, aux bandits internationaux. Docteur Jean-René Douma, je vais me tourner vers vous. Yves Ekwe Amaïzo, qui est un économiste, nous fait savoir d'ailleurs que tout ce qui s'est passé du côté de la BCEAO contre le Mali est illégal. Mais il nous dit également que le Mali a plusieurs plans. Ça peut être plan B, C, D. Ça signifie que le Mali est ouvert à plusieurs autres opportunités pour se sortir justement de cet embargo. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Je salue le collègue Yves Ekwe et je suis totalement solidaire de ce qu'il a dit. Oui. Je rappelle, si vous permettez, que l'embargo a été prononcé le 9 janvier 2022 et que les prévisions dont vous parlez, les prévisions empiriques, pour faire simple, ça devait déboucher sur deux choses essentielles. Premièrement, il fallait que, avec la fermeture des frontières, qu'on arrête le flux des marchandises qui étaient importées par le Mali. Un flux qui représente à peu près 40% quand même, c'est beaucoup. Je vais y revenir pour détailler un peu. Donc, si on arrête ce flux-là brusquement, qu'est-ce qui va se produire? Il y aura pénurie, entre guillemets, de ces produits de première nécessité au Mali. Ça va créer une inflation, n'est-ce pas? C'est-à-dire une hausse des prix, parce que les quantités étant très réduites sur place, et donc avoir un impact négatif sur le pouvoir d'achat des Maliens. Ça devait amener les Maliens à une situation de pauvreté, c'est-à-dire même de rupture d'alimentation, au point où le ventre affamé, n'ayant point d'oreille, va donc faire en sorte que les populations commencent à se plaindre et vont donc manifester véritablement contre le pouvoir en place. Ça, c'était la première chose pour les populations en général. Maintenant, pour les fonctionnaires, parce que ça aussi, c'est très important. Quand on gèle les fonds du Mali au niveau de la BCEAO, c'est véritablement pour atteindre les fonctionnaires. Parce que les salaires, la masse salariale est tellement importante que très souvent, il faut ponctionner au niveau de cette banque-là pour qu'on paye régulièrement les salaires tous les mois. Donc, il était question de provoquer, n'est-ce pas, un soulèvement populaire au niveau du Mali contre le pouvoir qui est en place. Et à ce jour, pratiquement 2 mois, 1 mois et demi après, on voit bien que ça n'a pas marché. D'où votre question, déjoue-t-il les prévisions empiriques? Ouais, le simple fait, n'est-ce pas, que je rappelle ça, montre que les prévisions ont été déjouées. Parce que ceux qui ont pris cette décision avaient pour objectif cela. Pour chercher à renverser donc le pouvoir en place. Et placer leurs pions, comme ils l'ont toujours fait depuis ce sont les mêmes méthodes. Là, ça n'a pas marché. Les Maliens se sont levés comme un seul homme pour dire, voici nos dirigeants. Voici nos dirigeants. Nous en avons marre de vos manipulations, n'est-ce pas, de votre instrumentalisation pour nous enfoncer davantage dans l'appauvrissement. Nous avons enfin des dirigeants qui parlent comme nous voulons qu'ils parlent et qui agissent conformément à ce qu'ils disent. Parce que nous voulons voir nos conditions s'améliorer. Lorsque je l'ai dit, M. Steve, alors, quand on a un pays où le premier importateur
au niveau, le premier client importateur au niveau du Mali, c'est le Sénégal. Hein. Le Sénégal est le premier partenaire commercial du Mali, avec pratiquement 20% des importations qui viennent du Sénégal. Vous avez 80% du fret malien qui vient du Sénégal. 80%. Vous imaginez. Et ça, c'est avant la Chine, parce que la Chine vient en deuxième position et la Côte d'Ivoire en troisième position. Et quand vous donnez les chiffres, les pertes qui ont été enregistrées déjà, c'est vrai que ce sont des chiffres qui parlent suffisamment, mais nous savons généralement que c'est des chiffres qui sont en même temps minorés. Parce que les mécanismes qui sont mis en place pour capter toutes les pertes ne sont pas suffisamment efficaces. Donc, si on reste au niveau de 600 milliards de pertes, seulement pour le Sénégal, le 9 janvier. Depuis le 9 janvier, vous avez 800 milliards pour la Côte d'Ivoire, qui en réalité vient en troisième position comme partenaire commercial. En troisième position selon ces chiffres-là. Ouais. Et je sais pourquoi je fais allusion à ça. Ouais. Donc, la Côte d'Ivoire connaît plus de pertes dans cette situation que le Sénégal. Donc, maintenant, lorsque vous avez une situation comme celle-là, ça montre au moins que ce ne sont pas ces chefs d'État, et particulièrement M. Ouattara, il n'a pas besoin de réfléchir à ça. Il n'a pas réfléchi à ça. On ne lui a pas donné la possibilité de réfléchir. Je ne dis pas qu'il est un brillant économiste ou qu'il n'est pas. Parce qu'être au Fonds monétaire international, si vous êtes dirigeant du Fonds monétaire international, vous n'avez pas besoin d'être un brillant économiste. Pas du tout. Ce n'est pas un poste de technicien. Donc, c'est pour dire qu'il n'a pas, ce n'est pas lui qui a pris cette décision. Il est un exécutant. On a écrit, ils sont allés lire. Nicolas Rivière. Et puis, j'aime toujours rappeler, parce qu'une fois j'ai demandé si vous pensez que la France a intérêt à ce qu'il y ait une stabilité au niveau de la CEDEAO. Mais c'est non. La France veut qu'il y ait les troubles partout, qu'il y ait de la zizanie, qu'il y ait le chaos, pour qu'elle soit de plus en plus confortable. Donc, ces décisions-là ne sont pas prises par les chefs d'État de la CEDEAO. Je ne les dédouane pas par rapport à la situation, parce que nous avons le Mali qui est de la CEDEAO et qui agit conformément à ce que nous voulons. Ce qui est tout à fait normal, une question de bon sens. Et depuis que le Mali prend des décisions pour réagir à tout ce qu'elle endure, le Mali est toujours debout. Qu'est-ce qui s'est passé? Si le Mali sort même du franc CFA ce soir, rien de mauvais ne va se passer. Au contraire, ça va dupliquer les effets positifs liés à la question, n'est-ce pas, des fonds qui sont à la BCEDEAO. Donc, c'est illégal de bloquer les avoirs du Mali parce que c'est l'argent du Mali. C'est illégal. Maintenant, le fait que la CEDEAO, la BCEDEAO, malgré nuitamment, on voit quand même de l'argent au Mali. On voit de l'argent. Je pense que, premièrement, la décision a été tellement fustigée parce qu'elle n'est pas légale. La décision n'est pas légale. Le président Banakani est encore revenu là-dessus suffisamment. Et les effets qui sont en train d'être provoqués par les décisions de l'embargo sont des effets contraires à ce que plusieurs chefs d'État de ces pays-là auraient souhaité. Et donc, la BCEDEAO, c'est quoi? C'est évidemment ces chefs d'État-là qui, à un moment donné, peuvent dire, bon, écoutez, vraiment, essayons un peu de lâcher prise pour pouvoir créer des situations de négociation avec le Mali. Premièrement, pas pour le bien du Mali. Il faut empêcher le Mali de sortir de la CEDEAO. Première chose. Et du franc CFA. Et effectivement du franc CFA. C'est-à-dire l'empêcher de créer sa monnaie. Alors que c'est ça que nous demandons. Il faut que le Mali y arrive. Et donc quand le collègue parle de plan A, B, C, D, effectivement il y a des plans A, B, C, D. Parce que il faut d'abord stabiliser la situation. Et jusque-là, les dirigeants maliens arrivent à le faire en anticipant. Créer de nouveaux partenariats. Là maintenant, la Guinée-Conakry est devenue un pôle intéressant d'échange entre les deux pays. C'est certainement, il y a d'autres partenaires, peut-être tels que l'Algérie et la Chine, on n'en parle pas. La Chine est toujours... La Mauritanie. Voilà, la Mauritanie. Ouais, la Chine était en deuxième position et c'est sûr que la Chine, dans cette situation, il y a toujours des échanges entre la Chine et le Mali. Voilà. Voilà. Donc, là, ça permet de gérer cette situation avec moins de tension. Ça, c'est le premier volet. Le deuxième volet, il faut sortir de la CEDEAO. Il faut le faire. Il faut le faire.
quand il parle de plan B, sortir de la CEDEAO, créer le franc, sa monnaie, parce que ce qu'on n'a pas relevé suffisamment, c'est qu'avec l'embargo, la valeur du franc CFA est en train de chuter. Mais comme ce n'est pas une monnaie, selon les critères d'une monnaie, la valeur chute, mais elle n'est pas contrôlée. Mais elle est contrôlée au niveau du Trésor français. Parce que il ne faut pas être surpris. Je vais dire Dieu merci, tout ce qui est en train d'être fait met la pression sur Paris. Mais ça, c'est une situation qui devait pousser Paris même à dévaluer le franc CFA. Parce que c'est l'intensité des échanges qui fait la valeur d'une monnaie. Quand vous créez l'embargo avec la suppression des flux principaux tels que entre Dakar et Bamako, entre Abidjan et Bamako, etc. Mais vous asphyxiez le franc CFA dans cette zone-là. Et l'effet qui suit, c'est que la valeur du franc CFA chute, mais comme personne ne contrôle au niveau de cette zone, mais comme dès le départ, tout le monde sait que ce n'est pas une monnaie, eux-mêmes également savent que ce n'est pas une monnaie. Oui, ils savent que ce n'est pas une monnaie, monsieur Steve, mais sauf qu'ils ne décident pas de cette monnaie-là. Les effets sont... Ils ne décident pas de cette monnaie-là et ils ne contrôlent pas ces effets de manière à ce que ça puisse être des éléments de prise de décision. Mais Paris regarde ça sous le prisme de si on n'arrive plus à gérer ça pour nos intérêts, il faut qu'on dévalue. C'est déjà arrivé. Donc ça, c'est une situation qui fait que le franc CFA perd sa valeur et le temps que ça se récupère, ça va mettre beaucoup de temps. Donc le plan D, le Mali, je vais sortir par là, exporte quoi prioritairement? Prioritairement, le Mali exporte le coton. Surtout l'or, d'accord? Nous pouvons imaginer sous quelle forme. Parce que le Mali n'a pas encore une industrie de transformation. Ok. Et il y a le bétail que le Mali exporte, qui n'est pas considéré comme des produits de première nécessité. Pourtant, la viande l'est. Et le bétail, ça peut être un levier vraiment d'activité économique importante au niveau du Mali. Parce que le Mali, c'est un pays très vaste, avec des conditions idoines pour pouvoir continuer à investir dans le bétail et donc nourrir suffisamment les Maliens et exporter vers d'autres pays tant que l'embargo empêche que le bétail aille, par exemple, sous forme de viande, par exemple au Sénégal ou en Côte d'Ivoire avec l'embargo. Donc, vous voyez là que ça donne l'opportunité au Mali, si je regarde seulement le coton et puis l'or, mais de créer son marché financier pour les matières premières. Je parlais ici des métaux précieux. Monsieur, il y a des marchés dans tous les pays normaux. Et ça devait être surtout le cas en Afrique. Parce que l'Afrique regorge des minéraux qui ont une valeur inestimable. Et que les Occidentaux, les impérialistes viennent puiser sous forme brute pour aller vendre sur leur marché de matières premières. Et ils ont des marchés de matières premières, ils n'ont pas suffisamment de matières premières dans leur sous-sol. Mais nous, qui avons des sous-sols qui regorgent des matières premières à n'en plus finir, on n'a pas un marché de matières premières. Est-ce que vous trouvez ça normal? On n'a pas de marché de métaux précieux. Donc, c'est une occasion aussi, et ça, c'est par rapport à un management durable, n'est-ce pas, de la vision des dirigeants du Mali et de certains autres pays africains. Donc il faut y aller étape par étape et toutes ces sanctions vont venir non seulement créer des conditions d'un début de développement économique d'un pays, mais en même temps de renforcer la souveraineté du Mali et des Maliens. Omer Seda, les chefs d'État qui ont accepté d'asphyxier le Mali en provoquant et surtout en fermant leurs frontières avec en bonne place, on va parler justement de la Côte d'Ivoire, n'ont pas prévu qu'ils plongeraient justement leurs États dans une conjoncture économique? Ça devient un peu embêtant pour moi parce que je ne voudrais pas passer pour celui qui refuse toujours de répondre à vos questions. Mais j'y viendrai. Je vais m'intéresser à cette scène de théâtre. Vous répondez indirectement. Bien entendu. Je vais m'intéresser à cette
j'appellerais ça quoi? Cette comédie que nous a servi quelqu'un que jusqu'à présent, je croyais qu'il n'avait que le don d'instigateur de rébellion. Je croyais qu'il n'avait que le don de dissonance cognitive. Dire une chose le matin et le contraire le soir. Mais il vient de me montrer, il vient de me reconforter dans ma nouvelle position vis-à-vis de sa personne, qu'il est aussi un expert, qu'il a les dons d'un espion. Et son attitude moribonde me pousse à me poser la question. Qui sont donc ces personnes qui prétendent tenir les grandes institutions du monde? C'est avec des attitudes pareilles. Mais il me semble que lorsque nous parlons de la situation du Mali, il s'agit de l'avenir d'un continent. Et quand quelqu'un qui prétend, bon, il ne prétend pas. Dieu merci, le président Banakani nous a permis d'ouvrir un peu les yeux ou d'avoir encore un autre angle de lecture. Être à la tête du Fonds monétaire international ne voudrait pas forcément dire qu'on a été brillant économiste. Bon, je comprends pourquoi est-ce que un mauvais arbre ne peut produire que des mauvais fruits. Vous comprenez, mon cher Stingos, que la question que vous me posez me pousse à répondre de façon pratique. Le chasseur chassé. Je dis bien le chasseur chassé. Voilà des gens qui ont annoncé l'hécatombe. Ils ont annoncé la mort. Ils ont annoncé la fin du Mali à travers leurs sanctions. Les sanctions avaient fondamentalement le but que vient de nous signaler le docteur Ndouma autant pour moi. Malheureusement, ils n'ont pas compris que l'économie n'est pas fondamentalement, même si je me risque à le dire, je n'ai pas les compétences pour, mais je voudrais que nous sortions de ce schéma selon lequel l'économie doit être définie selon le schéma des institutions de Bretton Woods. Il me semble qu'avant ces grandes théories de plans d'ajustement structurel, de je sais trop quoi, les Africains, des siècles avant l'arrivée de ces personnes qui prétendent être les plus civilisées, il y avait des économies dans nos sociétés. Il y avait la pratique de l'économie. Il ne faudrait donc pas croire que des banques qui sont sous le contrôle de la France, parce que quand nous parlons de... oui, cette fameuse institution qu'on appellerait banque, elle est tout sauf une banque, parce que c'est un levier qui permet à la France d'asphyxier justement les économies des pays qui sont membres. Et lorsque le brillant économiste, tout comme son collègue Dr Ndouma, Yves Ekwe Amazo, a répondu à quelques questions de vos collègues en disant les autorités du Mali ont anticipé. En prenant le chemin de Gbagbo, qui n'avait peut-être pas eu la clairvoyance à l'époque. Il n'y a pas eu les possibilités. Exactement. De comprendre que quand il y a plan A, il peut aussi avoir plan B, plan C, plan D, plan jusqu'à les lettres de l'alphabet. Hein. Elles sont... Et même dépasser les lettres d'alphabet. Ça veut simplement dire que la dynamique actuelle est une dynamique qu'il faudrait aborder avec trop de parcimonie, de clairvoyance, pour comprendre que les rapports économiques entre Bamako et Abidjan, entre Bamako et Dakar, n'engagent pas simplement ces hommes qui incarnent ces États, n'engagent pas Macky Sall, n'engagent pas Alassane Draman Ouattara. Il s'agit des citoyens qui vivent à travers une activité. Le commerçant qui parvient à nourrir sa famille à travers les produits qui partent de Bamako pour Abidjan, mais il n'a que faire de toutes ces théories de sanctions ou de je ne sais trop quoi. Il devrait pouvoir comprendre que si le mécanisme d'échange doit partir de ce que les institutions de Bretton Woods ont défini, il peut avoir des contours. Et du moment où nous sommes en train de parler, mais qu'est-ce qui fait croire que les Camerounais, qu'est-ce qui fait croire que les Béninois, même qui n'ont pas des échanges commerciaux avec le Mali, ne peuvent pas mettre sur pied des mécanismes pour soutenir le Mali? Parce que c'est des opportunités pour gagner de l'argent. Nous ne sommes pas dans une guerre typiquement
comment je vais le dire pour me faire comprendre? Il s'agit d'un combat, il s'agit d'une bataille qui a des enjeux plus poussés. Il s'agit de l'avenir de l'Afrique. Et le Mali, aujourd'hui, n'est plus la propriété des Maliens. Le Mali est devenu un champ d'expérimentation de cette nouvelle dynamique de souveraineté de l'Afrique. Et quand la France est aux abois, c'est simplement parce que tout ce qui a été annoncé au Mali, quels sont les résultats? Mon cher Steve. Oui. Lorsqu'on a, avec le renvoi de l'ambassadeur de France au Mali, qu'est-ce qu'on n'a pas annoncé sur les médias? Qu'est-ce qu'on n'a pas annoncé par rapport à l'avenir du Mali? Mais si le Mali est resté debout et reste encore debout, ce n'est pas simplement parce qu'il déjoue ses prévisions empiriques, c'est simplement parce qu'au-delà de tout ce que nous disons, quand on parle du karma, mais nous pouvons prendre ça pour une blague, mais retenons une seule chose. Oui. Quand vous crachez en l'air, vous finissez par recevoir vos crachats sur le visage. Sur le visage. Lorsque le président Banakani l'a dit, ça m'a donné un peu de sourire, ça m'a réconforté dans cette position selon laquelle, au-delà du combat humain que nous menons, il y a une dimension spirituelle. C'est très important. Mais le Dieu incréé, le Dieu de la justice, le Dieu de la vérité, en réalité ne peut pas comprendre tout cet acharnement. Pourquoi vouloir asphyxier un pays qui ne demande pas autre chose que sa souveraineté? Donc, toutes ces théories, tous ces sous-préfets de la France complotistes, ils ont démontré leur moribonderie à travers leur porte-parole, le vigile, qui parlant... Le vigile en chef? Ah, bien sûr, qui parlant de l'avenir du Mali, du Mali, le vigile, a annoncé, il a annoncé l'hécatombe, il a annoncé l'asphyxie totale du Mali pour 2 semaines, mais du 9 janvier au, il me semble, nous sommes le 16 février, le Mali est debout. Et si nous parlons du Mali, c'est parce qu'il y a encore vie là-bas au Mali. Je sors simplement en disant que des occasions comme celle-ci devraient nous permettre de comprendre en Afrique que nous ne sommes pas le cimetière de la compétence. Sur le plan économique, nous avons Dr Ndouma, nous avons Yves Ekwem Amaïzo, et il est temps que l'Afrique commence à créer un autre chemin de construction de son économie, qui ne doit pas reposer essentiellement sur le système bancaire occidental, parce que ce système est un système mafieux, un système de chantage où l'aide en elle-même est un outil de chantage et les sanctions viennent couronner cette machine de brigands économiques, de délinquants économiques qui passent pour des bienfaiteurs alors qu'ils n'ont autre chose que de s'aimer la zizanie. Albert Anatola, ici du côté de Bamako, toutes les autorités, les populations sont unies et on nous fait savoir de ce côté-là que les surprises agréables sont nombreuses. Parmi les surprises agréables, peut-on penser aujourd'hui à la création d'une monnaie malienne? Écoutez, il faut d'abord je voudrais d'abord revenir sur ce qui a été dit dans la première audio qui nous a été proposé par l'organisation, c'est-à-dire l'élément qui crée la polémique. Ça n'a pas été relevé. L'élément qui crée la polémique, ce n'est pas que les autorités maliennes sont à court d'avoir ou de fonds pour respecter les engagements au sein de l'État malien, auprès de la population si vous voulez. L'élément qui crée la polémique et qui est manipulé, qui fait l'objet de manipulation, il s'agit de l'UEMOA titre que le gouvernement malien a justement émis au niveau du marché financier de l'UEMOA. Sous-régional qui portait sur 53 milliards de francs CFA. Et du fait justement de ces fameuses sanctions, la Banque centrale n'a pas cru devoir régler cette question. C'est ça l'élément qu'il faut d'abord remettre qu'il faut d'abord corriger. Donc, comme Yves l'a dit, il ne s'agit donc pas de la responsabilité de l'État malien, c'est de la responsabilité de la Banque centrale. Comme je l'ai dit, il faut également noter que le taux de bancarisation au Mali est très bas. Ça veut dire que tout le monde se bat. Là-bas, on se bat avec l'argent dans les poches, comme nos frères du Côte du Nord. Voilà. Donc, ça veut dire qu'en réalité,
Et le Mali, c'est-à-dire les populations ne peuvent pas souffrir, ne peuvent pas beaucoup souffrir, n'est-ce pas, des effets de ces fameuses sanctions, de ces fameux embargos contre l'État malien. Parce que, bien au contraire, ça va peut-être créer, tout à l'heure le président l'a relevé, l'inflation, c'est-à-dire la spéculation, du fait de la rareté des produits de première nécessité, donc des produits d'urgence, de consommation d'urgence. Un problème qui a un palliatif, c'est-à-dire que vous avez donc justement l'axe, parce que quoi qu'on dise, le président Baraka, il faut quand même noter que le Mali est en train d'ouvrir, le Sénégal, sans le dire officiellement, a ouvert ses frontières avec Bamako. Parce qu'il y a certains produits, il y a des camions qui passent. Il faut également le relever. Il faut relever que entre le Conakry et Bamako, là, circuite parfaitement très bien. Ouais. Donc, la seule crainte qui était peut-être légitime était les spéculations, c'est-à-dire au niveau, n'est-ce pas, sur le marché, le marché malien, notamment en ce qui concerne les produits de première nécessité. Le quatrième élément qu'il faut mettre justement sur la table et qui n'est pas très relayé, voyez-vous, lors des fameuses sanctions du 9 janvier dernier, il y a eu fermeture des espaces aériens, des frontières terrestres et aériennes, c'est ça, non? Oui. Avec interdiction de survoler l'espace aérien. De survoler l'espace aérien, de part et d'autre. Oui. Mais il nous revient que Air France a repris ses vols du côté du Mali, n'est-ce pas? De manière officielle. Hein? Claire. Ils ont négocié ça en sous-marin et ça fonctionne. Voilà. Il y a d'autres compagnies. Un jour après les sanctions, un jour après. Voilà, donc, nous sommes dans des paradoxes. Comme je l'ai dit, et pour revenir à votre question qui portait sur... Je vous posais justement la question de savoir, jusqu'à preuve de contraire là-bas, le peuple et sans oublier les autorités sont unis. On nous parle des surprises agréables qui pourraient arriver dans les jours à venir. Est-ce qu'on ne pourrait pas penser justement à une monnaie entièrement et totalement malienne? Déjà, il faut saluer l'engagement du peuple malien. Oui. Parce que, ça a été également relevé tout à l'heure par le docteur Ndouma, savoir que ces fameuses sanctions visaient deux choses, sinon trois. La première chose, faire du chantage au Mali, oui, l'isoler et créer des conditions d'un soulèvement populaire. C'était l'objectif premier. Créer des conditions d'un soulèvement populaire. Et contraindre, à l'effet de contraindre l'autorité actuelle de démissionner, de remettre le pouvoir, je ne sais pas à qui, parce qu'un pouvoir, ce n'est pas comme une épicerie, c'est-à-dire vous démissionnez, puis vous remettez ça à qui. Non. Il faut y avoir quand même des mécanismes d'évolution de pouvoir. C'était le premier effet. Le second effet, ça portait justement sur l'isolement même du Mali, au niveau de la sous-région, et par extension au niveau à l'international, à travers les alliances de Macron en Europe. Aujourd'hui, nous constatons donc qu'il y a même des défections de ce côté-là, au niveau de ce fameux axe France-Union européenne. Il y a des défections. Le Danemark, même comme ils sont partis sur la contrainte, ils sont partis, la Suède ne traînait pas, est en train de partir, la Hongrie n'est plus très engagée. L'Allemagne ne veut pas s'engager. L'Allemagne a choisi l'axe humanitaire. Donc, a choisi l'axe humanitaire. L'Espagne, ça traîne un peu les pieds parce qu'ils sont également en train de réfléchir pour... Ils titubent, on va le dire comme ça. Pour se désengager. Donc, en fait, l'axe à France, Union européenne, est en train de prendre des lézards. C'est un fait, c'est établi. Comme je l'ai dit, je pense qu'il faut donc saluer, comme je le disais tantôt, déjà l'engagement et le courage du peuple malien qui a soutenu ces autorités. Parce que Paris contestait la légitimité de ce peuple. Et ils ont donc vu la légitimité, ce qu'on appelle légitimité populaire, sans avoir besoin, n'est-ce pas, d'entrer dans une isoloir. Deuxième chose, et ça, c'est une très bonne gifle. Seconde gifle, n'est-ce pas, le départ, je veux dire, le chassement de l'ambassadeur de France au Mali. Vous revenez avec ce mot ce matin, le chassement? Oui, le chassement de l'ambassadeur de France au Mali. Parce que c'était les conditions qui étaient créées par Paris au Mali. Troisième chose, une rupture totale
n'est-ce pas, rupture militaire, rupture politique. Et ça, c'est important. Ce sont des éléments, des marqueurs importants. Et aujourd'hui, je crois que le Mali est également en train de nouer d'autres partenariats, notamment avec la Mauritanie, parce qu'il nous revient dans certaines indiscrétions de rapport que le Mali est progressivement en train de sortir de la CEDEAO pour créer un autre axe avec l'Algérie, la Mauritanie, justement. Oui. Et si, justement, le Mali sort de la CEDEAO pour créer notre axe avec l'Algérie, la Mauritanie, ça veut donc dire sera pour effet induit la sortie, n'est-ce pas, du franc CFA. Parce que, souvenez-vous, la visite il y a quelques jours du ministre Mali des Affaires étrangères du côté de la Mauritanie, c'est pas quelque chose d'anodin. Et il est également annoncé dans les jours très prochains de l'arrivée du ministre des Affaires étrangères mauritanien du côté de Bamako. Il s'agit donc d'une piste qui convient d'explorer. Ça veut donc dire qu'il y a compté sa visite en Guinée-Conakry. Tout à fait. Donc c'est très très important. Ça veut donc dire qu'il y a quelque chose qui a de se préparer. Aujourd'hui, vous avez donc, tout à l'heure, les chiffres vous ont été donnés par l'économie sur le plateau. Vous avez le Sénégal qui a perdu en moins d'un an, en moins d'un mois, plus de 600 milliards de francs CFA. C'est beaucoup, c'est énorme. Et ça commence à créer des remous. Ces pertes commencent à créer des remous, tant au niveau de Bamako, tant au niveau de Dakar, d'Abidjan, bref, même au niveau de Niger. De Niamey, même au niveau de Niger, ça crée des remous. Alors, je pense qu'il faut également se féliciter de l'attitude des autorités burkinabées. Lorsqu'ils sont arrivés, qu'est-ce qu'ils ont fait? Elles ont ouvert la frontière. Ça aussi, c'est un bon signal. Donc, je pense qu'aujourd'hui, comme vous l'avez tout à l'heure indiqué dans votre chapeau, dans votre introduction, nous devons observer ce qui se passe au Mali. Parce qu'aujourd'hui, le Mali est devenu, après la Côte d'Ivoire, un espace géographique stratégique. Un espace géographique stratégique parce que quand je suis les éléments de langage, n'est-ce pas, de M. Ouattara, moi je suis très surpris. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas vous engager dans une telle dynamique si vous n'avez pas pris des précautions. Et je pense, et là je suis très d'accord avec Yves Ekwe, que justement les autorités maliennes n'ont pas joué de la précipitation. Ils ont pris le temps de manière méthodique, de façon méthodique, j'allais dire, de planifier leur dynamique, de la muscler et surtout d'avoir sur la table plusieurs options. C'est-à-dire que s'il y a une option qui peut échouer, ils convoquent la seconde option. Donc je crois qu'aujourd'hui, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, le Mali est devenu donc forcément un espace géographique stratégique. Ce qui se passe également du côté, de mon point de vue, ce qui se passe du côté d'Abidjan, parce que là c'est une stérile agitation, ça nous conforte dans l'idée que il faut organiser ce que j'ai commencé à appeler les coups de force populaires. Parce que c'est absolument inadmissible qu'un chef de l'État de cet acabit-là, à ce niveau de fonction, se prête au jeu de traître. C'est-à-dire de déstabiliser un État qui est membre de la CEDEAO. Et vous soumettez cet État à des sanctions illégales. Est-ce que ce n'est pas justement un danger aujourd'hui, Albert Lantola, ici pour vous relancer, de voir quand même que c'est les populations qui traînent du côté du Sénégal? On parle bien sûr de, aujourd'hui, on va le dire, 600 milliards de pertes en moins d'un mois. En Côte d'Ivoire, 800 milliards de pertes en moins d'un mois également. Même s'ils ne le disent pas. Même s'ils ne le disent pas. Et d'ailleurs, le docteur Douma nous a fait savoir tout à l'heure que les chiffres sont plus éloquents. Plus éloquents que ça. Oui. Bon, on parle également du Niger. Est-ce que ce n'est pas un danger dans les jours à venir que les populations descendent justement dans les rues quand ils ne vont pas voir justement en tout cas, le panier de la ménagère? Nous sommes contents de voir se concrétiser ce que j'appelle les coups de force populaires. C'est-à-dire que notre objectif c'est ça. Parce qu'aujourd'hui, lorsque vous voyez le redéploiement de Barkhane qui est annoncé, c'est au Niger. Donc, s'il y a un coup d'État au Niger, ça résout nos problèmes. Donc, il est donc je crois que pour moi, deux raisons. Les populations, je veux dire, les Nigériens doivent descendre dans la rue. D'abord pour contester le redéploiement de Barkhane de ce côté-là. Et ensuite,
pour contester. Barkhane qui pourrait également arriver du côté du Bénin. Oui, dans tous les cas, ce n'est pas encore acté. Ils sont encore... 3 ans. Oui. Excuse-moi, on ne peut pas parler de redéploiement de Barkhane. On a dit qu'on ne veut pas de présence militaire française et étrangère sur nous. Il n'y a pas de... Qu'ils fichent la paix, qu'ils aient gardé la France. Non, moi, je pas. On va suivre en tout cas l'information au cours de la journée. Je prends à mon compte le narratif de la diplomatie française. De Jean-Yves Le Drian. Oui, ils sont en train de se redéployer du côté du Niger, qui, pour l'instant, est un partenaire stratégique et sûr de Paris. Pourtant, on nous fait savoir que Mohamed Bazoum n'est pas très d'accord avec cela. Non, c'est ce qu'on dit. Mais par contre, il ne l'a pas refusé. Mais par contre, la majorité de la population nigérienne est contre la présence de Barkhane sur le sol malien, sur le sol nigérien. Donc, il y a donc une très grande majorité de ces populations qui est contre. Est-ce que Bazoum n'est pas... Non, je pense que c'est beaucoup plus au Bénin justement où on traîne des pieds. C'est au Bénin qu'on traîne des pieds parce qu'on n'est pas très chaud de récupérer cette affaire là-bas. Donc, Bazoum qui sait à qui doit quoi est partant pour accueillir justement la Barkhane sur son sol. Donc, je pense que les populations dont, je parle des Nigériens, ont donc aujourd'hui la légitimité de renverser leur chef d'État, leur président, pour ces deux raisons-là, la présence de Barkhane sur leur sol, et ensuite la surenchère et l'inflation, justement galopante désormais sur le marché, sur l'espace économique, sur le marché nigérien, du fait justement de ces sanctions qui ont été prises contre le Mali, et d'ailleurs, qui sont d'ailleurs illégales. Je sors en disant ceci. Il est clair aujourd'hui que ce que les autorités du Niger, c'est-à-dire de Niamey, d'Abidjan, on oublie de Dakar, sont en train de faire, c'est qu'ils luttent contre justement les intérêts et les aspirations des peuples africains. Parce que très souvent, il ne faut pas oublier, c'est lui qui est du côté du Togo. Il ne faut pas l'oublier parce qu'il est également dans le jeu. Nous allons y aller d'ailleurs demain, Albert Latolet, ici nous ferons tour du côté du Togo demain. C'est noté, c'est d'ailleurs une promesse faite aux Togolais. Nous irons faire un tour du côté du Togo demain. Quand nous prenons nos analyses par rapport aux traîtres, aux endocolons, justement, on a parce qu'apparemment le Togo aujourd'hui c'est la plaque tournante du business. Non seulement c'est la plaque tournante du business, mais surtout la plaque tournante de la violation de tous les droits qui sont des Togolais. Parce qu'aujourd'hui, Niassib est devenu un dictateur au sens macronien du terme, n'est-ce pas? Au sens macronien du terme, comprendre qui voudra. Donc, c'est un peu cela. Donc, il faut donc dire que, je sors par là, les populations, les peuples africains doivent prendre leurs responsabilités. J'ai l'habitude de dire que lorsque vous avez des dirigeants qui ne marchent pas selon la volonté du peuple, mais plutôt selon la volonté de l'Élysée, de Washington, de Bruxelles, ce ne sont pas des présidents qui sont dignes, n'est-ce pas, de votre État, de votre pays. Il faut les dégager. Et je pense que ce qui se passe au Mali, je termine par là, ce qui se passe au Mali, ça doit inspirer les peuples. Pas seulement les peuples de l'espace francophone, hein. Il y a aussi des choses qui se passent dans les autres espaces de l'Afrique, en Afrique lusophone, arabophone, et même du côté... l'Afrique australe. Voilà. Il y a Omer Sedaki Bouillon qui lève le doigt comme si on était à l'école. Allons-y. C'est vrai que parler de l'économie n'est pas mon plat préféré. Très modestement, je voudrais, sous le contrôle de Dr Ndouma et à la suite de AAA, dire qu'il y a quelque chose qui me préoccupe personnellement. Cette notion de sanction, ce mot qui est bradé tous les jours. Il faut comprendre la dimension politique. Ça veut dire que la politisation de la sanction dans le domaine économique doit nous pousser à interroger le système bancaire actuel. Ce système bancaire actuel, c'est un système de manipulation. Et la preuve, les conseils d'administration de ces banques sont entre les mains de ces experts de la mafia pour manipuler nos économies. Et c'est pour cette raison que c'est pas une découverte. Les conseils d'administration se font à Paris. Hein, bien entendu. C'est pour cette raison que je voudrais sous le contrôle de Dr Ndouma, de Yves et Ekwe Amaïzo, que nous puissions pousser loin une réflexion par rapport à construire un mécanisme économique en Afrique qui s'inspirerait, pourquoi pas,
de la société bamileke avec son système de tontine, juste modernisé. Pourquoi ne pas penser? Parce que exactement, ces Bilakoro, ils ont la possibilité de contrôler déjà ceux qui ont la capacité même d'implémenter l'industrialisation dans notre pays à travers le système bancaire. Nous pouvons faire circuler l'argent avec des mécanismes qui devraient permettre que les notions de sanctions ne paraissent pas simplement parce qu'on ne doit pas avoir la main mise sur nos transactions de façon... Non, le véritable problème, c'est quoi? C'est que c'est pas un jeu de ping-pong. Hein. Non, je vais redonner la parole à Steve. Le véritable problème, c'est que la plupart de ce que nous appelons banques, ou banques centrales plus particulièrement, ils siègent, dans la plupart de ces banques, ils siègent les représentants des locaux. Exactement. Il y en a qui sont même, avec il y a même des États qui sont actionnaires. Exactement. Avec droit de veto. Voilà, avec droit de veto. C'est-à-dire, si vous avez la France qui a 3 représentants avec droit de veto, vous avez les États-Unis qui sont actionnaires avec droit de veto dans votre banque centrale, votre marge de manœuvre est quasiment nulle. Donc, je suis parfaitement d'accord avec vous, mais sauf qu'on ne peut pas bâtir une économie sur l'informel. Non, je ne dis pas forcément bâtir l'économie sur l'informel, mais je voudrais seulement dire qu'il faudrait que nous comprenions que le secteur informel ou le secteur traditionnel, les mécanismes traditionnels peuvent permettre tout au moins de construire une économie qui ne doit pas être à la merci des institutions de Bretton Woods. Merci, monsieur. Vous parlez justement de renouveler le genre de tontine qu'il faut faire. Président Wanakane, je vais me tourner vers vous. Comment se passer justement des sanctions et surtout des injonctions? Est-ce qu'on ne peut pas justement se passer des injonctions de la communauté internationale? D'abord, il faut dire qu'ils disent la même chose. Hein. Oui. Pas l'opposition. Ce qu'il dit, c'est qu'on peut nationaliser le système de tontine. C'est très faisable. Parce qu'il dit, il faut même le faire. Il faut me le faire. L'État doit prendre celui de moderniser. Ça permet de dégager un puissant cash flow dans le pays et d'avoir des marges extraordinaires en termes de liquidité financière. C'est ce qu'il est en train de dire. Et c'est faisable. Pourquoi on ne le fait pas? Parce qu'on est des États néocoloniaux. C'est tout. On a peur d'énerver le lobby bancaire. On a peur d'énerver Paris, parce qu'à la suite de ce qu'il dit, il faut le dire ouvertement, l'extraversion des systèmes bancaires des pays africains, c'est de cela qu'il s'agit. On n'a pas de banque réellement en tant que tel, on n'a pas. Vous avez des succursales, des filiales des banques étrangères. Le soir, dès qu'ils font leur rapport passif-actif, ils envoient l'argent à l'étranger. Tout à fait. Il n'y a rien ici. Or, la banque a pour but de mobiliser l'épargne pour financer l'économie, pas d'abord faire la spéculation. Or, les banques ici sont des entités spéculatrices, pour ne pas dire plus que ça, mon cher Grosse, qui sont là pour piller. Ce sont les banques pillades, c'est le mot. Ce sont des banques pillades, mon cher Grosse. C'est ça. Messieurs, 25 minutes pour sortir de cette édition de Dibet ce matin. Vous savez, c'est important. C'est le problème qu'il est en train de poser. Oui. C'est ça qu'il est en train de poser, c'est très, très important. Nous, si on est à la tête de nos pays, on va réfléchir très bien à ce qu'il est en train de dire là. Et nous savons ce qu'il faut faire. On ne va pas dire ça ici sur un plateau pour l'instant. Ce qu'il dit là, c'est un jugement puissant en termes de souplesse économique et de capacité à avoir un matelas qui permet d'atterrir lorsque les conjonctures économiques ne sont pas très sereines. Douma comprend très bien ce que je veux dire. Donc c'est de cela qu'il s'agit. Donc je pense pas qu'il se tient en contradiction. Pour revenir à votre question, mon cher Goss, je vous ai dit qu'il y a un tour. Au Mali, c'est un tournant. Je vous dis depuis 10 ans qu'on mène ce combat. Le Mali est la concrétisation la plus aboutie du combat panafricaniste. Depuis 10 ans. C'est pas le jeu. Bon, il n'y a pas eu que le Mali. Au Cameroun, il y a eu des dynamiques extraordinaires qui ont été faites. Mais le président Cameroun a un malheur. On ne l'aime pas. C'est-à-dire qu'il y a des lobbies organisés qui font une campagne permanente contre lui pour le diaboliser. Donc tout ce qu'il fait, ça passe inaperçu. Mais s'il y a un pionnier, c'est le président de la République du Cameroun. Il faut le dire, c'est un pionnier. Barbeau l'a dit. Barbeau l'a dit. Vous savez que Barbeau l'a dit. Les Diouf l'ont dit. C'est un pionnier. Parce qu'au Cameroun, il y a des dynamiques extraordinaires qui se sont passées ici, que les gens ne voient pas. Je prends en termes de entre guillemets, parlons comme ça, parce que les pays africains n'ont jamais eu une politique d'humiliation des représentants des pays étrangers. On nous oblige à faire ça, on n'a pas le choix. Le Mali n'a jamais voulu humilier la France. C'est la France qui a dépassé les bornes. Elle a dépassé les bornes en termes de provocation, en termes de criminalité d'État. Mais en la matière, le Cameroun a même peut-être expulsé un ambassadeur, d'accord. Mais est-ce que vous savez que c'est l'un des seuls pays en Afrique où il y a eu une manifestation publique organisée où il y avait des ministres présents, où l'ambassadrice de France à l'époque s'est fait huer en public? Est-ce que vous le savez? Robichon. Tu sais de quoi je parle? Robichon. Est-ce que vous le savez? Il dit, les ministres qui étaient à la manifestation, et c'était organisé par l'État du Cameroun. Vous vous rappelez? On a hué Robichon, on l'a hué devant le métier, elle pleurait.
Bon, ça ne faisait pas mal qu'elle pleure, évidemment. C'était une petite sorcière. Non, mais, je vous dis, vous voyez un meeting organisé. Je vous dis, hein, un meeting organisé. C'était une marche. C'était une marche organisée avec un grand meeting. Les ministres sont présents et on a hué l'ambassadeur de France. Il m'a dit, bon, c'est un fait, hein. C'est un fait rarissime dans le précaré français. Mais c'est passé comme ça, pour ne citer que ça. Le Cameroun, qui est tête de file de la CEMAC, n'a pas fait comme Ouattara. Ouattara est allé dans un anniversaire bizarre entre lui et le Tintin de l'Élysée. Je dis bien un anniversaire bizarre. Je ne sais pas comment deux hommes fêtent leur anniversaire. Deux hommes qui fêtent leur anniversaire. Suivez mon regard. Donc, j'étais en train de dire que bizarre. M. Macron a sabordé un projet, M. Ouattara a sabordé un projet trentenaire de modèle unique, docteur Duma, vous le savez. En Afrique, c'est ce qui s'est passé. C'est le régime du Cameroun. On n'a pas renouvelé les accords CFA. Ouais. Mais les gens, c'est-à-dire que ça passe comme ça, mon cher gosse. Ça passe comme ça, mais c'est un tremblement de terre, mon cher gosse. C'est-à-dire que le président Biya, en tant que patriarche, leader de la sous-région CEMAC, aurait pu faire comme Ouattara. Oui. Et Paris n'attendait que ça. Et les mafieux, le cartel monétaire international, je dis bien le cartel monétaire international, n'attendait que ça. Moi, je vous dis, je connais les pressions que le Cameroun a subies. Mais le président camerounais n'a pas renouvelé ses accords, mon cher gosse. Le président camerounais est l'un des premiers qui, pendant près de 10 ans, a refusé de reverser les contreparties en termes de réserve dans le compte d'opération. Est-ce que les gens le savent? Allez consulter le document de la BIAC. Je dis avant même que l'accord de France ne s'épuise. Il a fait. Vous comprenez? Je ne parle pas le président camerounais, il faut le dire, il est obligé de le dire, n'a pas choisi la voie malienne de diversité. Bon, c'était pas la même situation. Le Mali, l'État malien était à terre. D'activer un partenariat militaire direct avec la Russie au niveau où on voit. Mais au Cameroun, qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé une armée. Il a créé une armée puissante qui est considérée aujourd'hui comme une des meilleures du monde. Par tous les spécialistes, y compris les spécialistes américains. Allez voir les journaux de notation militaire, vous allez voir de quoi je vous parle. Bon, tout ça, ça passe comme ça. Mais ce sont des acteurs puissamment panafricanistes qui jettent les bases pour qu'un pays, non seulement recouvre sa souveraineté, mais entraîne sa sous-région domestique, n'est-ce pas, dans la dynamique d'émancipation, mon cher gosse. Je ne sais pas ce que le Cameroun a fait à faire en Centrafrique. Je ne le sais pas. Désobéissant aux injections des puissances occidentales, le Cameroun a sécurisé le corridor Douala-Garoua-Boulaye, qui a permis non seulement de sauver la Centrafrique, mais sur le plan domestique, sur mon regard, mais les approvisionnements des militaires russes, ça passe par où? Ça passe par là, ça passe par le Douala. Parce qu'on parle, malgré toutes les pressions, sans bruit. Non, il faut à un moment donné savoir rendre hommage à quelqu'un. Ça peut choquer les anti-biaïstes primaires, qu'ils aient se suicider, mais en la matière... Comment, docteur Duma? Je dis, c'est leur problème. En la matière, il faut reconnaître le caractère pionnier du Cameroun. Sans compter maintenant le fait que le pays est la capitale du panafricanisme depuis 10 ans. Oui. Malgré toutes les pressions que moi je sais de quoi je parle, et toi, Ngoz, tu sais de quoi je parle. Au début, cette dynamique, tu sais de quoi je parle. Le président camerounais a subi, il a dit, niet, je ne bousille pas ce mouvement. C'est vous qui parlez de démocratie et de liberté d'expression. Voilà. Moi, je dis, ce mouvement, je ne le bousille pas. Le président l'a dit. Même quand on allait jusqu'à monter tout le gouvernement, il y a eu une cessure. Une fissure. Une fissure. Il y avait deux camps dans le gouvernement camerounais. Deux camps. Il y avait le camp pro-français qui a dit, on finit avec cette affaire. Il y avait un autre camp qui a dit non. Et le président a su manœuvrer sans casser son gouvernement. Mais en même temps, il est resté ferme. Il dit, on ne touche pas ce mouvement. Donc ici, si je ne le fais pas, même Dieu sera contre moi. Il faut savoir rendre hommage à ce qu'un homme fait. Maintenant que les anti-biaïstes primaires, s'ils veulent, ils essaient de se suicider. Ce n'est pas mon souhait, mais s'ils n'aiment pas sur ta tête, mais qu'ils essaient de se suicider, c'est pas moi qui ai créé le président Biya. Quand je l'ai dit, mon cher Ngoz, je dis que c'est l'aboutissement le plus concret du combat panafricaniste, ou de manière concrète et frontale, un État africain négocie un tournant panafricaniste où il affronte l'Occident. Et où l'Occident décide de l'asphyxier en passant par les vigiles locaux. Et où on lui déclare la guerre. Et le Mali n'est pas tombé. Il y a, par le passé, on parlerait peu du Mali aujourd'hui. On parlerait peu de ce régime. Désormais, vous allez payer les droits au docteur Paul Bekima pour son syndicat de vigile. Oui. On est prêt à payer. Donc, mon cher Ngoz, on peut se passer de la communauté internationale. Oui. On doit se passer d'elle. Oui. Il faut de plus en plus se passer d'elle. Pourquoi? Parce que c'est la seule chose qui reste pour briser le rapport maître-esclave. Tout à l'heure, vous parlez des politiques de sanctions. Depuis quand entre les États, on parle d'un État qui censure un autre? Mais c'est quoi ça? Un État censure un autre?
Mais dans les rapports, dans la science politique, dans ce qu'on appelle la science des États, mais un État ne peut pas sanctionner un autre État. Ce sont des rapports de vassalité. Mon cher gosse, quand ce n'est pas la vassalité, ce sont des rapports coloniaux. Ce sont des rapports racistes, des mépris. C'est-à-dire que la communauté européenne décide de sanctionner le Mali, mais c'est une agression. Mon cher gosse. Je vais me dire, c'est même Casus Belli. Est-ce que vous le savez? Mais pourquoi? Je viens de le dire, c'est pas compliqué. C'est SWIFT. Donc voilà, il doit expliquer ça. C'est son travail. C'est SWIFT. C'est les accords de Bâle. Qui est la Banque de développement internationaux, mon cher gosse. Il faut que demain explique ça bien. Quand je parle, il faut qu'il explique ça bien. Il ne va courir aucun risque en tant que pédagogue. On se comprend. Je ne veux pas l'exposer. Mais il faut qu'il explique ça aux spectateurs. C'est SWIFT. Il va nous l'expliquer dans un instant. Allons-y, terminons. Avec tout le respect que j'ai pour lui, je n'impose rien. Hein. Je le supplie, s'il peut le faire, il le fait. Mais il y a des contraintes, moi je comprends ça très bien, pas de problème. Donc, je tente de l'expliquer que c'est SWIFT, c'est BRI, Banque de développement internationaux, c'est les marchés financiers. Donc, ils ont tellement d'argent et ils ont barricadé le système tel que ils peuvent ne pas te prêter de l'argent. Et on t'asphyxie. Ah oui. Mais comme ils ont assez de réserves, quand tu tombes, celui qui viendra va payer ce qu'ils ont perdu chez toi. Donc ils ont l'habitude de faire ça. C'est ça. S'il n'y a pas deux choses, hein, c'est avec ça qu'ils effraient le président. Pourquoi ils effraient le président, mon cher? Je l'ai expliqué ici. Parce que la classe moyenne africaine est supérieure à un train de vie extraverti. N'a jamais compris, je le dis, l'équation sévère qui existe entre le train de vie d'un État, des élites, et les capacités productives réelles d'un pays. Je vais parler de ça ici. Une élite qui ne s'occupe pas de ce qu'on appelle les exigences de la production, mais qui est dans un hédonisme de la consommation, dans un consumérisme effréné, mon cher gosse, où elle importe tout, les chemises, les vestes qui coûtent extrêmement cher, jusqu'à ses chaussures, sa brosse à dents, c'est-à-dire tout ce qu'elle consomme, les whisky, machin, tout. Elle importe tout, ça coûte extrêmement cher. Elle n'a même pas le souci d'imaginer que, mais, quand on fait le rapport importation-exportation, qu'est-ce que le pays gagne à court, moyen et long terme? Le débat, il est là. Oui. L'Occident le sait. Quand on regarde les comptes offshore, et qu'on regarde que plus de la plupart de vos dirigeants, de vos élites, ont de l'argent dans les comptes offshore, monsieur Ngoz, mais on peut vous sanctionner. Les choses sont claires. Votre élite n'a jamais réfléchi au rapport, je répète, au rapport dépenses-production. Voilà l'économie de cette table. Elles n'ont jamais réfléchi à ça, ne pas réfléchir. Ce sont les gens qui sortent de l'ENAM. Au Cameroun, on appelle ça ENAM. C'est-à-dire des gens qui pensent que dès qu'on sort de l'ENAM, allez, l'État c'est une vache à lait. On consomme, on mange. On devient obèse, mais on ne prend pas comme tout ce qu'on mange là, mon cher gosse, tout ce qu'on mange là, mais quelqu'un doit payer. Et plus grave, c'est que nous mangeons, on ne produit pas, on importe. Et les prix sont fixés par ceux qui nous les vendent. Pendant que ce que nous on produit, nous ne fixons pas les prix, mais ce sont des rapports élémentaires de nos détails économiques que des gens doivent savoir. Les Blancs le savent. C'est pour ça qu'ils nous sanctionnent. C'est pour ça qu'ils nous attendent au tournant. Mais quand vous avez des dirigeants qui ont compris ça, et les dirigeants maliens l'ont compris, regardez ce qui se passe. Regardez, ce ne sont pas les seuls pays. Hein. L'Algérie l'a fait, mon cher Gauss. L'Algérie l'a fait. J'ai dit que l'Algérie est le pays africain qui n'a pas de dette. L'Algérie a payé toutes ses dettes au FMI. Quand l'Algérie a eu un excédent de devises, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit, toi, FMI, je finis avec toi. Elle a payé tout. Vous imaginez un pays africain qui a une telle liberté économique, mon cher Gauss? Ça se fait. L'Érythrée l'a fait. Comment Cuba a vécu sur embargo pendant combien d'années? Au point de devenir une référence dans beaucoup de domaines. Le domaine de la santé, le domaine de l'éducation, le domaine de l'innovation en termes comment on dit ça, de sécurisation de l'autonomie alimentaire de son peuple. Comment le Cuba fait, mon cher Gauss? Vous voyez, il y a plein de cas. Mais comme l'Afrique a le malheur d'avoir des vigiles, mon cher Gauss, un vigile c'est garder ce qu'on lui a dit de garder. En dehors de ça, il ne réfléchit plus à rien. Je dis un vigile. Terminons, président. Je termine, non? Oui. Je peux expliquer ce que tu es un vigile, non? Oui. Un vigile. Moi, je peux continuer un peu. Allez, c'est terminé. Bon, un vigile, il a quel travail? Je dis un vigile, garde ça. Il garde ça. Il ne réfléchit plus à autre chose. Il ne peut pas réfléchir à ça. Il est même vigile toute sa vie. Donc, il ne peut pas réfléchir un jour dans sa vie. Vous comprenez, mon cher gosse? Donc, je réponds à votre question clairement. Oui. On peut se passer de la communauté internationale autoproclamée. On doit se passer d'elle. Oui. On est obligé de se passer d'elle. Mais pour le salut de l'humanité, mon cher gosse, il faut démontrer à ces bandits, à ce cartel, que l'humanité n'est pas leur propriété.
La terre n'est pas leur propriété. Le ciel n'est pas leur propriété. L'argent n'est pas leur propriété. Or, à l'heure actuelle, vous savez, dans le monde entier, le caractère financier a aussi une chose. C'est de réussir dans les faits et dans l'organisation du système financier à nous faire admettre qu'ils sont les maîtres de l'argent. Or, Rocher vous a dit, donnez-moi l'argent d'un pays et je m'en fous de ces lois. Albert Natola ici, rapidement avec vous en quelques 2 minutes. On sait également que le chef de la diplomatie malienne a conduit une importante délégation qui a été, on va le dire comme ça, au Qatar du 11 au 12, on va le préciser également, et le 13 en Iran. Quelque chose de bon pourrait sortir de là. Oui, écoutez, j'ai envie de dire comme quelqu'un écrit sur les réseaux sociaux, décidément, les autorités maliennes ne cherchent que les problèmes. à ce qu'il est canard. C'est l'axe historique. Parce qu'il était à la tête justement d'une haute délégation politique. Le ministre malien des Affaires étrangères, Diop, est arrivé le dimanche, on va le préciser d'ailleurs, 13 février, à Téhéran pour rencontrer son homologue iranien, Hossein Amir Abdollahian. On n'a pas également oublié que du 11 au 12, il était du côté du Qatar. Du côté de... Bon, c'est vrai que les 3 visites, que ce soit en Mauritanie, que ce soit du côté de la Mauritanie, que ce soit du Qatar ou bien en Iran, c'est la diplomatie, mais sauf qu'avec des variantes. Du côté de l'Iran, il s'agit de la sécurité. Je crois que ça doit pouvoir répondre, toucher les questions d'ordre sécuritaire et surtout du financement de certains projets. Oui. Pareil du côté de la Mauritanie, ça doit porter sur les questions géopolitiques, c'est-à-dire des questions de sécurité également, au niveau de la collaboration par rapport à l'espace que tout à l'heure j'ai convoqué, c'est-à-dire l'axe qui est en train de se créer entre, d'une part, la Tunisie, l'Algérie, la Mauritanie et les autres, parce que là en ce moment on se retrouve quand même dans les pays musulmans et surtout arabes. Oui. Tout à l'heure dans son intervention, Yves Ekwe à Maïzo a relevé cette question-là, c'est-à-dire que le Mali c'est avant tout un État musulman, donc il parlait vers des États musulmans qui pouvaient lui venir en aide par rapport à certaines questions sans intérêt. Tout à fait, par rapport à certaines questions. Donc, ça peut donc répondre, ça peut donc nous conforter dans ce que notre interlocuteur disait tantôt, c'est-à-dire que le Mali est en train de diversifier, n'est-ce pas, son partenariat, d'abord au niveau de la sous-région, en dehors et plus loin. Oui. Donc, je pense que pour l'Iran, ça serait un peu l'ordinaire parce que ça va vraiment énerver Washington et Paris. Parce que c'est l'ennemi public numéro 1, c'est l'Iran. L'ennemi mondial. L'ennemi mondial, c'est l'Iran. Mais pourtant, Mahmoud Ahmadinejad depuis là aujourd'hui. Non, c'est l'ennemi mondial parce que c'est un peu ça. Mais docteur en sanction internationale. Docteur en sanction internationale. Terminons Albert la je termine en disant que, écoutez, je pense qu'aujourd'hui, lorsque vous êtes confronté à une difficulté, ça doit pouvoir créer des opportunités. Et je crois que les difficultés dans lesquelles la CEDEAO et lui et moi ont cru devoir mettre l'État malien a plutôt créé des opportunités. Ça a créé des opportunités, il faut justement les saisir. Ça a plutôt renforcé justement le lien entre, n'est-ce pas, le peuple malien et ses dirigeants. Malheureusement, pour répondre à votre question que vous posez ce matin, ils ont déjà n'est-ce pas, les prévisions empiriques ce matin. Docteur Douma, on va vous accorder un peu de temps pour nous expliquer c'est quoi le SWIFT. J'espère que je vous force pas la main. Non, pas du tout, président. Donc, je m'embêterai de le faire. Je vais donc commencer par là. SWIFT, ça signifie Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications. En français, on peut dire que c'est une société d'information et de télécommunications des opérations interbancaires. Voilà. Dans le monde. Qui est le patron? Ok. Le patron, le patron, c'est les Rothschild et tout ça. Il faut que les gens le sachent. C'est les mêmes. Merci, donc, vous ne pouvez faire aucune transaction dans le système bancaire au monde sans qu'ils aient des traces. C'est ce que ça veut dire. Donc, ça vient conforter le fait qu'il y a une minorité qui contrôle le monde entier à travers la forme de la monnaie. Oui. À travers la forme de la monnaie. Parce qu'il faut rappeler aux téléspectateurs que la vraie monnaie, c'est le vide. Parce que le commerce, c'est le troc. Oui. Et le troc n'a pas d'intermédiaire. J'échange une chose contre une autre.
Et donc, cette minorité-là a vite réfléchi que, mais au lieu qu'il y ait un vide, mettons quelque chose que nous allons contrôler. Et ça a été d'abord l'argent sous forme de métal, et puis c'est devenu l'or, et puis c'est devenu les billets de banque, et puis c'est devenu la carte bancaire, etc. Donc c'est une question d'évolution. Et ça me permet que ce soit les outils comme le SWIFT, que ce soit la banque de règlement, que ce soit les banques centrales, parce que les banques commerciales ne sont que les comptoirs des banques centrales dans différents pays, les guichets, merci. Guichet même, c'est beaucoup mieux. Les banques centrales, si je me trompe, vous me l'enseignez, c'est votre domaine. Et les banques centrales sont aussi esclaves du BRI, des banques de règlement internationaux. Oui, tout à fait. Les banques centrales sont soumises à la banque de règlement international. Il faut que les gens écoutent ça. Ça, c'est très important. C'est un instrument de la Banque mondiale, la banque de règlement international. Voilà. Donc, parce que mon collègue Omer a relevé le fait que pourquoi est-ce qu'on n'exploiterait pas par exemple les tontines, on va les sophistiquer. La question tourne autour de pourquoi est-ce qu'il y a une minorité de personnes qui a le contrôle du monde entier à travers... Qui les a élus, qui a donné ce mandat. Oui, parce qu'ils ont réussi, président, à l'époque, d'imposer que si vous voulez acheter une voiture, vous devez vous servir de ce qu'eux ils fabriquent. C'est ce que la France fait à la chamalière. Je ne sais pas si comme l'usine a brûlé, s'ils ne vont pas remettre en place rapidement un autre... Parce que depuis que les gens se plaignent au niveau du Cameroun, c'est une parenthèse. Et la rareté des pièces d'argent. Et certains billets même sont devenus rares. Ça fait au moins 1 an que ça dure. Vous allez les avoir où? Tant que la France ne dit que vous n'aurez rien, vous n'aurez rien. Parce que c'est la France qui fabrique et envoie. Donc, la solution a été trouvée. Je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas parler ou bien qui n'aiment pas qu'on parle de monnaie digitale. Mais en 2008, qu'est-ce qui a créé le déclic pour que quelqu'un qu'on n'a jamais vu jusqu'aujourd'hui, n'est-ce pas, Satoshi Nakamoto, après la crise de 2008, qui a eu des effets dévastateurs dans le monde entier, qui est partie des États-Unis, la crise des subprimes, oui. D'accord. C'est après cette crise qu'on parle d'un groupe d'ingénieurs anonymes, n'est-ce pas, qui se cacheraient derrière le nom de Satoshi Nakamoto, qui se sont dit, mais comment est-ce que, après avoir mis tant de confiance entre les mains des banquiers, on peut arriver à des crises de cette envergure? Et ce n'était pas la première crise. Et ils ont dit, comment on peut réfléchir pour que, si je veux envoyer de l'argent au président Bandakani, que je ne passe pas par le SWIFT? C'est ça. Qui va m'imposer le montant que je dois envoyer, sous quelle forme, les frais que je vais payer et le temps que ça doit mettre pour arriver à destination, etc., etc., etc. Et en même temps, ça n'empêche pas qu'il y ait les financements occultes. Les paradis fiscaux. Les paradis fiscaux, les financements liés au terrorisme, etc. Donc, il y a toujours ces choses-là. Donc, ils ont inventé ce qu'on appelle la blockchain. Une technologie qui ne dépend pas d'un individu, mais qui dépend d'un réseau, n'est-ce pas, d'ordinateurs qui peuvent être éparpillés dans le monde entier pour contrôler, valider et contrôler toutes les transactions qui vont se faire. Même si vous êtes Rothschild, vous voulez faire une transaction désormais, la blockchain va dire que tel jour à telle heure, il y a tel montant qui a été transféré de tel coin à tel autre coin par ça. Donc c'est pour ça que je vais sortir, parce que comme l'émission n'est pas une émission directement liée. Mais c'était important de faire ça. Ah oui, on a merci. Beaucoup de choses maintenant, par rapport à la thématique et au Mali, la première chose, c'était sécuriser. Le président Bandakani est mieux placé. Il fallait d'abord sécuriser le Mali. Parce qu'entre-temps, il y a eu des tentatives de coups d'État, des tentatives d'assassinat. Il y en a eu. Il fallait sécuriser. Pour sécuriser, il faut avoir une vraie armée. Le Mali s'est appuyé sur des partenariats. Monsieur Ouattara parle de vieux matériel russe. Mais vous vous rendez compte? Il va voir ce que c'est. Vous vous rendez compte? Donc, la Russie est un partenaire de taille au niveau du Mali et au niveau de l'Afrique. Il faut que les pays africains continuent à lui tendre la main pour sécuriser. Quand on a sécurisé, maintenant, il faut créer des conditions pour stabiliser. Parce que, et dans ces conditions, si vous avez une armée digne de ce nom qui va se mettre en place, vous devez avoir votre monnaie, c'est-à-dire une vraie banque centrale, parce que la première mission d'une banque centrale, c'est créer la monnaie.
ce n'est pas la gérer, c'est créer la monnaie. Donc, vous devez avoir votre banque centrale, que ce soit les tontines ou machin, tout ça là, il faut être bancarisé pour entrer dans un système formel. Donc, la banque là, elle est importante. Créer la monnaie sous l'ancienne forme, c'est-à-dire le papier et puis les pièces, parce que nos grands-mères ne savent pas ce que c'est pour le moment, comment passer de la monnaie digitale à la monnaie fiduciaire, c'est-à-dire sous forme de papier, mais ça va aller, elles font l'Orange Money, etc. Donc elles savent qu'il faut aller à un guichet et on récupère de l'argent. Donc il faut créer les monnaies aujourd'hui sous les deux formes, sous la forme fiduciaire et sous la forme digitale. C'est très important parce que ça va permettre que le Mali, par exemple, ait cette latitude à pouvoir choisir dans quel secteur d'activité il va investir. Il faut créer des conditions d'une industrialisation pour la transformation de l'or, de tous les minéraux là, du coton, sur place, avant d'exporter, et que ça ait la valeur que ça a. Ça va créer énormément d'emplois, ça va permettre que d'autres pays suivent cet exemple-là. Donc, c'est ce que je voulais apporter. Merci pour ces explications, docteur Jean-René Ndouma. Merci. Omer Sioda, finalement, Bamako déjoue-t-il, on le dit comme ça, les prévisions empiriques? Je suis décidément dans mon problème. Témoignez-moi quand je suis encore en vie. C'est un artiste camerounais qui l'a dit. Bandakani en vie, je vais lui apporter mon témoignage. Je salue la profondeur de ses analyses, ça ne m'arrive pas tous les jours. Oui. Je voudrais dire que les docteurs en doctorat, ces experts en économie, il y a un expert qui nous a parlé avec trop de moribonderie. Nous avons compris que le Fonds monétaire international n'est qu'un cartel des brigands. Et les chemins qu'il trace devraient permettre qu'autour de lui se construise un think tank pour véritablement construire une Afrique libre, digne et souveraine. Ça, ce n'est pas une flatterie. Je voudrais lui apporter ce témoignage. Et à votre question, mon cher Steve, je suis dans l'embarras. Je suis dans l'embarras simplement parce que j'ai envie de crier, mais l'occasion ne s'y est pas. Crier. Bon. Vous voyez, il y a des mots qui me paraissent tellement ridicules, mais qui sont à la mode. Sanction. Et quand nous parlons de sanction, mais il s'agit d'un groupuscule, de quelques individus qui ont créé un système pour contrôler le monde, qui peuvent du jour au lendemain se plaire à dire « nous sanctionnons le Mali ». Mais est-ce qu'ils peuvent s'imaginer que dans leur orgueil démesuré, dans leur rapport frontal, dans ce qu'ils veulent imposer aux dirigeants, le Mali, ce n'est pas Assimi Goïta, c'est des millions d'âmes. Ont-ils cette lumière en eux? Ont-ils cette capacité à comprendre que les décisions ne doivent pas se prendre pour plaire à quelques individus? Voilà la question. Et à cela, je vais simplement dire que des émissions comme celle-ci devraient être une bibliothèque pour l'Afrique, pour que ceux qui prennent vos combattants comme des aboyeurs doivent réfléchir, doivent comprendre que l'heure est venue pour que l'Afrique sorte des griffes de l'Occident. Et tant que nous n'allons pas comprendre que ce qui arrive au Mali nous concerne, où que nous soyons, du nord au sud, de l'est à l'ouest de l'Afrique, nous serons en train de passer à côté du combat, tout en sachant que le panafricanisme est un humanisme et que ceux qui sont à Paris, ceux qui sont à Londres, ceux qui sont à Washington, ils doivent comprendre que nous luttons pour la dignité humaine et que les débats que nous menons ne sont pas des débats d'hommes, mais seulement pour dire il est anormal que Rothschild et sa bande croient qu'ils ont à imposer la respiration, la circulation, l'information, la communication aux milliards d'âmes pour le plaisir, je ne sais qui. Si c'est un autre Dieu que le Dieu que nous croyons, le Dieu incréé. La bête de l'événement. Merci à vous, merci d'avoir été là ce matin. Au plaisir. Merci à vous, Dr Jean-René Ndouma, d'avoir été là ce matin. Merci, monsieur Ngo. Merci à vous, président Bandakani, d'avoir été là ce matin. Vous avez continué à respecter le ministre d'État. Mon cher gosse, c'est très bien. Merci à vous également. Albert Anatola ici d'avoir été là ce matin. Merci, messieurs. Je vous souhaite de passer une bonne journée. Mesdames, messieurs, merci également à vous d'avoir été des nôtres tout au long de cette autre émission de DBS Matin. Merci à vous également qui étiez sur notre page Facebook DBS TV à majuscule, malgré la censure. Vous étiez d'ailleurs très nombreux. C'est ici que s'achève cette
édition de DBS Matin. N'oubliez pas, l'argent ne représente qu'une nouvelle forme d'esclavage impersonnel à la place de l'ancien esclavage personnel, disait Léon Tolstoï. Mais nous le savons tous, mesdames, messieurs, la liberté, c'est un cœur pur et bien placé. Le reste est esclavage au sombre de la nuit. Bonne journée à toutes et à tous et à demain. Si peut-être Dieu. Au revoir.